Bonsoir, heureux de vous savoir à nouveau nombreux à regarder ce programme, carte sur table du 5 octobre 2021. Madame, Monsieur, merci d'être des nôtres. Vous le savez peut-être, 15 enseignants ont été enlevés à Bamenda, c'était le week-end dernier. Un a été littéralement décapité, c'était hier lundi, alors qu'aujourd'hui nous célébrons la journée internationale de l'enseignant. Nous allons avoir certainement une pensée pour celui-là et beaucoup de motivation pour ceux qui sont encore entre les mains des séparatistes. La journée de l'enseignement se célèbre, donc on en dira un mot pour essayer d'observer cet environnement-là, l'environnement dans lequel évoluent les enseignants, ceux-là qui forment les hommes et les Camerounais de demain, qui ont pour mission et défi de construire la société. Nous reviendrons également sur le renouvellement des organes de base du IRDPC qui, comme vous le savez, par endroits, ne se déroule pas dans la sérénité la plus totale. On peut le voir, où on l'a vu à Kribi, on l'a vu dans d'autres localités à Bembis. On en parlera également dans cette émission. Et puis c'est certainement l'image de la journée, la sortie du Premier ministre dans la région du Nord-Ouest à Bamenda ce jour. Le chef du gouvernement a dû toucher du doigt, il a dû vivre la réalité des populations au quotidien. Joseph Djongouté y est d'ailleurs pour faire une évaluation de la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue national 2 ans après. Au cours de sa visite, quelques éléments séparatistes ont donc tiré des coups de feu à l'endroit, ou du moins dans l'environnement du cortège du Premier ministre. 4 invités. Samuel Maud, bonsoir. Bonsoir, député Tango. Merci pour l'invitation qui m'a été envoyée. Je suis très heureux également de l'accueil qui m'a été réservé. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, élu du RDPC. Merci d'être des nôtres ce soir. Vous avez été également candidat. Oui, j'ai été candidat au renouvellement des comités de base, des organes de base dans ma circonscription qui est le Camp Sud-Est, RDPC le Camp Sud-Est, dont je suis le président depuis 2017. Et je crois que ça pose un certain nombre de personnes, un certain nombre de problèmes à certains de mes amis. Mais écoutez, dans le cadre d'une élection régulière, s'il y a quelqu'un qui réussit à me supplanter, ce ne serait que démocratie. On en parle, plus que la question est en débat ce soir. Maître Fidèle Diomessi, bonsoir. Bonsoir Dupita, et je salue tous les téléspectateurs de STV pour l'émission Carte sur table, une émission qui est devenue très importante et qui est entrée dans les habitudes des Camerounais le mardi soir et qui nous permet de les éclairer sur des questions qui préoccupent notre pays et au-delà des frontières. J'ose croire que ce soir, que je reviens sur ce plateau après un temps d'absence, que je serai à la hauteur des questions qui nous sont soumises pour éclairer nos compatriotes. Vous faites partie des communicants et vous êtes dans le cadre du MRC. Merci également d'être là. Ambroise Ulezo Somba, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je salue César Longré, les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs, des sujets que vous avez mis en débat. Enseignant de droit public, vous êtes entre autres en service ou alors en poste à l'université de Douala. Merci de votre amitié renouvelée. C'est moi. Et puis Célestin Djamène, bonsoir. Bonsoir Dibita Tongo, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir d'être sur ton plateau une fois de plus. C'est vrai que ça fait un certain temps que je me suis ménagé un peu de temps pour permettre à quelques braves éléments de mon parti politique de se former aussi à la chose communicationnelle. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai tenté de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, mais c'est toujours un plaisir d'être sur ton plateau Dipita. Et merci de m'avoir invité. Vous êtes le président de l'Alliance patriotique républicaine. Merci infiniment de cette amitié également. Merci. Pour laquelle vous nous témoignez assez souvent votre fidélité. Après la transition, donc, on va peut-être commencer par la journée des enseignants pour entrer progressivement dans le bain du débat de ce soir. Ce sera après la transition et derrière le reportage que nos confrères de Yaoundé, Mireille Siabzé et Frédéric Fom nous ont envoyé, parce que là-bas, le ministre de l'enseignement supérieur, enseignement secondaire, a célébré l'événement avec des enseignants de Yaoundé et à travers eux, ceux du Cameroun.
Regardez. Malgré les vicissitudes, malgré les difficultés, l'enseignant au Cameroun ne décroche pas. Le travail abattu au quotidien est aujourd'hui récompensé à l'occasion de la journée mondiale à eux consacrée. Officier des palmes académiques, une médaille qui récompense le dur labeur. Depuis le début de ma carrière, j'ai fourni des efforts et ces efforts ont été récompensés. La nation a reconnu que nous faisons beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, nous avons reçu une autre médaille, un signe distinctif de ces efforts. Je n'en suis que très fier et ça nous encourage à aller de l'avant. Les enseignants, au cœur de la relance de l'éducation, vivons ensemble. C'est le thème retenu cette année pour célébrer ces pédagogues. Bon, le thème cadre avec l'actualité, qui est ce que vous connaissez bien, le coronavirus. Mais vous voyez que malgré ce virus-là, nous travaillons grâce à l'enseignement à distance, ce que nous appelons distance education. Au bout de 29 ans de carrière, ce cadre du ministère des enseignements secondaires aura connu des hauts et des bas. Même le coronavirus n'aura pas su dompter son amour pour la profession. Dans le même registre, des femmes s'inscrivent également, engagées à transmettre leur savoir-faire et leur savoir savant. Aujourd'hui, l'enseignant est honoré. Le programme Vaccin Social, c'est un programme de lutte contre les IST, VIH-Sida, Covid-19 qui vient de s'ajouter et toute autre pandémie en milieu éducatif et la société en général. C'est une activité phare de son Excellence Madame Chantal Biya, comme ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO et ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. La pédagogie et ses valeurs, ses éducateurs en ont la maîtrise, indique le ministre des Enseignements secondaires qui leur témoigne sa reconnaissance au nom du gouvernement. Je voudrais réitérer que l'enseignant est au centre de tout ce que nous faisons dans la société. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je leur disais que les enseignants ont leur façon particulière de faire les choses. Si l'enseignant est en colère, il a sa manière de s'exprimer parce qu'il est enseignant. La stratégie nationale de développement 2030 qui vient d'être mise en place par le Premier ministre chef du gouvernement compte 4 piliers. Et le 4e justement planche sur le développement des compétences et le bien-être. Et dans ceci, les enseignants sont fortement interpellés ainsi que le système éducatif. D'où la révision de la stratégie de l'éducation qui est en cours et qui va certainement prendre en compte les questions liées à la politique enseignante. Aujourd'hui donc, c'est un nouveau départ comme le dit le thème, pour que tous les enseignants du Cameroun à différents niveaux sachent que l'avenir de la nation c'est d'abord eux. Parce qu'on ne devient rien dans le pays aujourd'hui sans que les enseignants aient travaillé. Pour cela, ils doivent être capables eux-mêmes d'apprécier tous les efforts que le gouvernement fait pour eux. Les jeunes enfants d'aujourd'hui sont l'avenir du Cameroun. Et cet avenir dépend de cette profession qui est véritablement une vocation. Voilà. C'est donc ce qu'on peut retenir de la célébration de la journée enseignant à Yaoundé. Docteur Ambroise Husson, je commence par vous. Je le rappelle, vous êtes enseignant, je l'ai dit. Ces images reflètent un peu l'ambiance de l'enseignant aujourd'hui. Vous savez, c'est intéressant de voir ces images. Cela prouve quand même au sommet de l'État, justement, il y a un besoin, celui de prendre réellement en compte la situation de l'enseignant. J'ai aimé les propos de monsieur le professeur Itunungwa qui estimait que, de madame Nalova qui estimait que au centre, au cœur d'une nation, il y a la fonction enseignante. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui est de cette fonction, vous vous rendez compte qu'il y a extrêmement, nous faisons face à des difficultés énormes. On a 2 problèmes au niveau de notre corps de métier. On a le problème d'abord de nos conditions de travail et même de notre condition salariale. Je dois vous avouer qu'enseignant d'université, il a fallu qu'on transforme la cité universitaire en bureau d'enseignants pour qu'on ait
des cadres où nous pouvons accueillir les étudiants pour ne serait-ce que les diriger. Parce que à l'époque, moi je vous assure, nous recevons les étudiants sous le manguier ou à ce qu'on appelle monde des oliviers. C'est-à-dire vous n'avez pas un lieu idéal pour pouvoir recevoir un enseignant, échanger avec lui de manière sereine afin qu'il aille se préparer, par exemple, à préparer son mémoire ou sa thèse de doctorat, ainsi de suite. Maintenant, au-delà de cela, il n'y a que les conditions salariales ne nous amènent pas à se hisser au sommet du cadre de la respectabilité, même de l'honorabilité. Parce que quand vous voyez très bien aujourd'hui, je ne voudrais pas faire une comparaison pour chercher à avoir raison, mais c'est une comparaison adossée sur des éléments qui peuvent permettre de créer une distinction, vous allez très tôt comprendre. Quand vous prenez nos collègues qui sont de l'autre côté, au Sénégal par exemple, je voudrais parler d'un cas plus précis d'ailleurs qui, dans la vidéo a été virale sur les réseaux sociaux, le cas de Ouattara qui annonçait le salaire des enseignants. Vous avez vu, l'enseignant, c'est-à-dire que de l'école primaire, c'est-à-dire qu'éducation de base, qui peut peut-être enseigner avec un niveau comme le BPC, ou le CEP, ou le CPE, touche plus qu'un professeur d'université. C'est-à-dire qu'il a 390 000, c'est-à-dire qu'à presque 400 000. Or, moi, docteur, chargé de cours, je n'ai pas les 300. C'est-à-dire que quand la banque m'a beaucoup aidé, j'ai 350 000 ou 355 000. Ça, il faut le dire aussi aux Camerounais. Et on se rend bien compte que quand vous observez dans l'Afrique, le Cameroun est ici parmi le pays qui dispose de plus grands intellectuels. Et cela se voit, même quand nous organisons les séminaires, même dans les différents concours d'agrégation, vous vous rendez toujours compte que sur tous les domaines qui sont mis à compétition, les Camerounais se révèlent être les meilleurs. Mais on n'arrive pas à expliquer comment est-ce que sur la gestion, ou du moins sur les mécanismes tenant à nos conditions de vie et à nos conditions salariales, que cela puisse ne pas susciter l'attention réelle du gouvernement. Et donc je voudrais finir en indiquant que quand on regarde aujourd'hui, on observe très bien, la fonction enseignante est devenue une fonction dérisoire, au point où, regardez, nous sommes la risée de tout le monde. La préfectorale gifle des enseignants à tout moment. On a un colonel qui venait de gifler un enseignant. On a de l'autre côté de l'ouest de Septentrion un préfet qui a mis à genoux un enseignant. Donc, vous comprenez que nous sommes devenus la risée, tout simplement parce que les gens ne nous respectent plus du fait, non seulement de nos conditions de vie, de travail, et même de nos conditions salariales. Célestin Djamène, de votre point de vue, avez-vous le sentiment que l'enseignant aujourd'hui reflète l'ambition que nous souhaitons avoir de la société de demain? Vous savez, député Tongo, auparavant, l'enseignement était un sacerdoce. Et que les gens y entraient par choix, par amour, par passion de transmettre les connaissances. Aujourd'hui, l'enseignant est devenu, avant c'était enseignant et éducateur en même temps. Aujourd'hui, il est devenu simplement un enseignant, c'est-à-dire quelque part, dans la plupart des cas, c'est des personnes qui étaient en mal de recherche d'emploi et qui, comme partout ailleurs, ils ont trouvé dans l'éducation un poste. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes déjà, par rapport aux conditions, et tout à l'heure, le professeur Sombala l'a évoqué, parmi ces conditions, n'est-ce pas, de vie, de traitement, de travail, il se trouve que ça a créé, ça a généré chez beaucoup de personnes, n'est-ce pas, l'envie de pointer, de toucher un salaire. Ça veut simplement dire que cette passion qui soulevait, n'est-ce pas, à l'époque, nos professeurs, personne, tout le monde a le souvenir d'un grand professeur qui a marqué positivement notre vie. Aujourd'hui, il se trouve que parmi tous ces enseignants, il y a beaucoup qui y sont entrés justement par nécessité et non plus par vocation. Donc ça relève aussi du fait que, effectivement, l'État n'a pas pris la mesure de la symbolique de l'enseignant dans la société. Heureusement qu'on parle de la journée mondiale de l'enseignant et pas la fête de l'enseignant, parce qu'il ne s'agit pas de fêter quoi que ce soit. Vu les conditions dans le monde d'ailleurs que subissent les enseignants tous les jours, il est important à chaque journée mondiale de l'enseignant de méditer sur le sort dans le monde, et en particulier au Cameroun, des enseignants. Aujourd'hui, on parle des salaires, c'est vrai. Les salaires sont un critère, effectivement, de motivation des enseignants, motivation légitime d'ailleurs des enseignants. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, et tout à l'heure le professeur l'a rappelé, il y a des salaires extrêmement désespérants, dérisoires, qui ne permettent pas aux enseignants d'enseigner, de faire leur travail dans de bonnes conditions.
dont l'État a une grande responsabilité. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a eu, ne serait-ce que dans notre pays, des grèves assez régulières et qui posaient des revendications parfaitement légitimes. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas beaucoup avancé. Nous avons tous eu des enseignants, nous sommes tous passés par là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vacations. Les enseignants qui rentrent dans un lycée, dans un collège, à l'université, sans un contrat déterminé ou à durée indéterminée, ils sont totalement vacataires. Donc, ils sont en situation de précarité. Ça pose un vrai problème. Parce que quand vous êtes dans votre couloir de métier et qu'il n'y a pas cette assurance par rapport à votre avenir professionnel, eh bien, ça génère du stress et ça se reflète justement sur la qualité de l'enseignement. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on devrait normaliser les vacations. C'est fait pour un temps certain, c'est pas fait pour la perpétuité. L'enseignant a besoin, quand il a embrassé cette voie, quand il a embrassé ce métier, de savoir que son statut, c'est celui-ci. Si la vacation doit durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou 6 mois ou 1 an, qu'on le lui dise. Mais aujourd'hui, on sait très bien, je me rappelle à l'époque, quand j'étais au lycée Josse, il y avait un professeur au lycée Josse qui était obligé de prendre sa moto tous les midis pour aller rendre la fin de mois ailleurs, et pas loin, à Souza. Parce qu'il était obligé de le faire. Et malheureusement, je me rends compte qu'aujourd'hui, ceux qui nous ont transmis la connaissance, ceux qui nous ont fait aimer la littérature, comment dirais-je, le calcul, tout ce que vous voulez, sont aujourd'hui la risée de la société. Or, ils sont au cœur de la société. Qui n'a pas connu d'enseignant? Parce que l'adulte commence par l'enfance. C'est cette période-là qui marque l'enfant, le futur adulte. Or là, quand ils sont traités de cette manière-là, eh bien, c'est la société qu'on prend en otage dans les années qui viennent. Donc moi, je pense que il faut vraiment, parce que c'est un réel problème de société, qu'on prenne en compte cette situation des enseignants et qu'ils soient rémunérés à leur juste valeur. L'enseignement est fondamental. Bien sûr que les parents, souvent, doivent jouer le rôle d'éducateur, parce que l'école, en principe, est là pour instruire. L'école n'est pas là pour pallier, n'est-ce pas, aux obligations parentales. Mais néanmoins, je pense que ces enseignants qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui représentent une symbolique assez forte dans la société, il faut que l'État, que ce soit le président de la République, les ministres, les journalistes, nous sommes tous passés par l'école. Donc nous leur devons une reconnaissance éternelle. Et ça doit se traduire justement par leurs émoluments, par leur rémunération. Ça, c'est un point que j'estime extrêmement fondamental. Fidèle Djomessi, sur la même question, l'enseignant d'aujourd'hui reflète-t-il le Cameroun qu'on souhaite avoir demain? Je ne pense pas. Au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, l'enseignant, c'est celui qui est logé à la très mauvaise enseigne. Et lorsqu'on regarde la condition de l'enseignant dans notre pays aujourd'hui, cela inquiète pour l'avenir de notre pays, même déjà, même seulement pas pour l'avenir, même ça traduit déjà, et ça explique que ce que nous vivons déjà comme nombreux vices dans notre société aujourd'hui, lorsqu'on observe qu'il y a un développement inquiétant de la violence, de l'injustice, de la désobéissance à l'autorité, parce qu'on a vu comment les citoyens se permettent de porter atteinte à l'intégrité physique même de la police et qui ne respectent plus l'autorité. Et cela vient de ce que l'enseignement, l'éducation n'est plus faite comme avant et comme Luson et Soba et monsieur le président César Diamé a relevé tout à l'heure que l'éducation est au cœur de la formation de l'homme. Et il faut voir, déjà, l'éducation commence à la maison. Quand on parle de la socialisation, le premier cadre de la socialisation, c'est la famille, et le deuxième cadre important d'ailleurs, qui n'est pas moins important que le premier. Parce que les gens oublient souvent de le dire. Parce qu'aujourd'hui, notre génération, comme on l'a relevé tout à l'heure, nous avons connu des enseignants qui étaient des modèles et qui suscitaient même la vocation. Il y a beaucoup parmi, dans notre génération, qui sont devenus enseignants parce qu'ils ont vu la dignité que laissaient transpirer nos enseignants et qu'ils ont vu comment ces enseignants étaient respectés. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et là, c'est un inconvénient pour notre société. Donc, pour l'avenir, il faut avoir des craintes. Et là, il faut que nous nous ressaisissions, que la société puisse se ressaisir, que l'État, que le gouvernement puisse se ressaisir.
pour vraiment donner les moyens à l'éducation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si la condition de l'enseignant par rapport à ce qui concerne la condition de vie, c'est-à-dire le salaire et les conditions de travail, cela demande des ressources. Et nous nous posons la question de savoir où vont les dotations colossales qui sont allouées à l'éducation dans le budget tous les ans. Et là, ça nous permet de nous interroger pourquoi aujourd'hui, dans les établissements publics, on doit toujours recourir aux parents d'élèves pour faire face à certaines dépenses, comme les dépenses de maintenance de bâtiments, les dépenses de construction et même les salaires des vacataires dont on a évoqué tout à l'heure. Parce que on justifie aujourd'hui, c'est les frais de APE qui servent pour payer des salaires à ces vacataires. Merci. Donc nous pensons que le gouvernement devrait s'expliquer. Le gouvernement devrait rendre compte et nous expliquer où vont les dotations en faveur de l'enseignement pour qu'on n'ait pas suffisamment de matériel. Pour que les enseignants n'aient pas suffisamment de matériel pour travailler. Luson l'a relevé tout à l'heure que parfois l'enseignant n'a même pas de banc, n'a pas de table pour travailler, n'a pas de salle. Alors Samuel Motte, au regard donc de la situation telle que décriée, peut-être certains cas de l'enseignant tout au long de cette émission, on peut s'interroger, vous les législateurs là, que faites-vous pour conforter le statut social, le cadre, l'environnement des enseignants? On le dit assez souvent, ils sont quand même à la base de la construction des hommes qui, eux, auront le devoir de faire développer le Cameroun de demain. Est-ce que la situation qui est décrite ne vous interpelle-t-elle pas? Elle nous interpelle tous en tant que citoyens, elle nous interpelle tous parce que nous avons été par notre passé assez récent ou lointain, nous sommes passés par les bras de ces personnes-là, assez vaillants pour le reste. Nous leur devons également une immense gratitude parce que nous ne serons pas sur ce plateau aujourd'hui si nous n'avions pas été là. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'également, par rapport à la cérémonie qui a été faite tout à l'heure, le Zong et Somba l'a souligné, ça a été plutôt une très bonne chose d'avoir cette gratitude-là, de membres du gouvernement de venir à une rencontre comme cela pour pouvoir dire aux maîtres, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous travaillez aujourd'hui ou demain, la nation tout entière vous sera reconnaissante. Maintenant, il y a un autre niveau également d'appréciation qu'il va avoir, et sur lequel il voudrait m'attarder, c'est celui effectivement des résultats que sécrète notre système éducatif aujourd'hui. Là également, je voudrais tout simplement m'appuyer sur les paroles de Luson et Somba, qui, pas pour la première fois, mais au milieu d'un certain nombre de personnes qui s'élèvent, notamment Maître Djumbissé ou alors Célestin Diamène, dont la ritournelle est de critiquer notre système d'enseignement. Je remarque quand même qu'à la suite de ce qu'il a dit tout à l'heure, Luson et Somba, nous avons quand même un système d'enseignement assez qualitatif qui fait que très souvent, lorsque nous sommes confrontés à un certain nombre également de personnes qui viennent d'autres systèmes d'enseignement, on remarque quand même qu'il y a une touche camerounaise qui est passée par là, et notamment quand il a suivi tout le point d'agrégation CAMES, ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est le fruit de l'éducation camerounaise, même si par moment ici ou là on peut apporter critique, et bien entendu il faut remarquer également que tout est perspective dans ce monde, donc je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Après maintenant il y a le problème de la situation personnelle de l'enseignant. Effectivement, de tout temps, et je me rappelle d'ailleurs, moi qui ai vécu dans des villages, c'était, je veux dire, au-delà même des problèmes de vocation, on y allait parce qu'on pensait que c'était la voie, c'était le métier phare de l'époque où on pensait que pour pouvoir s'élever à l'intérieur de la société, il fallait être maître. Et d'ailleurs, le nom de madame, je veux dire, comment on appelle comment on appelle ça? Il n'y avait que les maîtres d'école primaire dont les femmes avaient le droit d'être appelées madame. C'est-à-dire que quand on vous disait madame Nyango, ça veut dire que c'était la femme du maître. Et de ce point de vue-là, on pensait effectivement que lorsqu'on était maître, on avait atteint les cimes d'élévation sociale. Effectivement, ça a fonctionné comme ça depuis un moment donné. Et puis, il y a de nouveaux métiers qui émergent. Il y a également des gens qui passent par là. Mais le maître, de tout temps, n'a pas toujours été traité comme étant celui qui doit être, bien qu'étant au
à l'échelle, à toutes les échelles de la promotion sociale, le maître n'a jamais été, l'enseignant de manière générale n'a jamais été traité comme la personne qui devait être au centre des intérêts de tout le monde. Donc, quand on a également vous regardez, mes maîtres de l'époque, les salaires qui étaient les leurs n'étaient pas effectivement les salaires qui portaient en vie. Mais le simple fait de dire effectivement qu'ils participent à la transmission du savoir, il y avait une certaine image qu'ils dissillaient à l'intérieur de la société qui faisait qu'à un moment donné, chacun voulait devenir maître. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui de la répartition des ressources à l'intérieur d'une société. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire en sorte que chacun de nous, à l'intérieur en fonction de son activité créatrice, à l'intérieur d'un espace géographique donné, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir l'intéresser à la répartition des ressources? C'est le problème qui est posé à ce qui concerne les salaires des enseignants. Et de ce point de vue, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'enseignant n'a jamais fait l'objet d'un traitement particulier. Contrairement à un certain nombre de corps sociaux pour lesquels, effectivement, les rapports de force faisant, on a tendance à leur donner des bonifications ici ou là. L'enseignant a toujours été traité comme étant un salarié simple. C'est pour cette raison-là que les situations de faveur, ils en auront très peu. Mais en même temps, lorsque vous les prenez maintenant dans la généralité, cette généralité-là sera confrontée à la rareté des ressources. Je n'imagine pas, je n'ai pas envie de dire que de toutes les façons on ne peut pas les payer au-delà de ça, mais ça participe d'une démarche de rationalisation des dépenses et de leur affectation à l'intérieur de la société qui mérite de faire une étude. Il a posé le point de tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait avec le lourd budget que l'on donne au ministère de l'Éducation nationale, à l'époque comme on l'appelait, qui englobait d'ailleurs l'ensemble de tous ces corps d'enseignement-là? Comment est-ce qu'on fait avec un budget aussi colossal, on n'arrive pas à satisfaire un certain nombre de personnes? Il faut voir ce qui est contenu dans ce budget. Déjà, la première chose, c'est également une marque de reconnaissance du gouvernement de dire, par cas il affecte des allocations budgétaires, la première allocation doit aller à l'éducation, parce que sans l'éducation, effectivement, nous n'avons pas une société qui progresse. Et dans le cadre de cette affectation-là, il faut savoir également quelles sont les charges qui sont assumées. Bien entendu, si on peut faire des rationalisations de telle manière à donner une certaine bonification aux enseignants, j'ai comme l'impression, je pense également à la suite de tout ce qu'ils ont dit tout à l'heure, chacun doit être rémunéré à sa juste valeur. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait eu une possibilité de pouvoir le faire et qu'on ne l'a pas fait jusque-là. Mais parlant de la situation qui était la nôtre, effectivement, à la suite de la dévaluation et des baisses de salaire qu'on a enregistrées dans les années 90, vous voyez bien qu'il y a un effort de rattrapage qui a été fait. Je pense nécessairement qu'il vaut mieux qu'on aille au-delà. C'est d'autant plus que c'est un problème transversal. Je veux dire, chacun de nous a un enseignant dans sa famille. Au-delà d'avoir un enseignant dans sa famille, nos enfants passent à travers ces personnes-là. Et donc, on a besoin d'un confort particulier à leur assurer pour pouvoir faire en sorte qu'ils continuent à faire le travail nécessaire. Je voudrais m'arrêter là-dessus pour pouvoir dire, quand vous voyez également nos performances en termes de taux de scolarisation, ça veut dire que malgré ces difficultés, c'est pour ça que moi, je ne m'attarderai pas d'éloge ou tout au moins de gratitude vis-à-vis de ce corps de métier. Malgré ces difficultés-là, vous voyez très bien qu'il arrive quand même à faire un certain nombre de choses qui fait que le Cameroun est en train d'avancer sur le plan éducatif tout au moins. Professeur Mba, pour sortir certainement cette question, si on avait des propositions à faire justement pour améliorer ce statut, pour améliorer le cadre et l'environnement de travail, que doit-on dire? Oui, les propositions là sont là. Je voudrais peut-être renchérir par rapport à ce que l'honorable venait de dire tout à l'heure. Vous savez, c'est une question de volonté politique. Le Cameroun n'est pas moins riche que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. C'est-à-dire que quand on prend tous ces pays-là aujourd'hui, l'honorable économiste, expert, il sait que sur le PIB, c'est un certain nombre de ressources qui puissent prendre en compte ce corps. Ce n'est pas cela qui manque au Cameroun. Et peut-être je suis d'accord avec lui sur une question de rationalisation ou de rationalité de la gestion, peut-être des comptes qui peuvent être mis en place pour apporter davantage et renforcer davantage le salaire des enseignants. Donc, première des choses qui me semble importante, c'est d'abord la mise en place des infrastructures de nature à permettre aux enseignants d'occuper au moins un bureau de travail. D'abord, c'est le premier préalable. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas avoir un bureau où vous êtes assis de manière confortable, où vous pouvez vous asseoir vous-même pour vos propres recherches, vous pouvez vous asseoir surtout pour se mettre au service des étudiants. Parce que je peux vous dire, chaque année, je peux recevoir en une journée près de 5 ou 6 ou 10 étudiants qui viennent. Alors imaginez-vous que vous les recevez dans des conditions désagréables, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils n'ont même pas un siège pour s'asseoir, mais ça devient compliqué. Donc, je voudrais donc interpeller une réelle volonté de nos politiques publiques et surtout du gouvernement sur
une nécessité d'améliorer les conditions de travail et d'améliorer les conditions salariales. Monsieur le député, on le dit très souvent, que lorsqu'une porte de prison s'ouvre, voilà, c'est une porte d'école. Lorsqu'une porte d'école ferme, c'est une porte de prison qui s'ouvre. Ça veut donc dire en réalité que l'éducation est aujourd'hui au cœur du rayonnement et même du développement d'un État. Donc, deux propositions, amélioration des conditions de travail et amélioration des conditions salariales. Et à partir de là, vous allez voir que vous allez inspirer les étudiants. L'année dernière, je finis par une digression. J'ai demandé aux étudiants du niveau 1 classique, qui voudraient être enseignants d'université. Je vous assure, et c'est une vérité, personne n'a dû lever la main. C'est-à-dire chacun disait, bon, inspecteur des impôts, des douanes, je préfère être député parce que j'aurai 40 millions après 5 ans. Donc voilà les réponses que nous avons eues sur l'OTAN. Donc ça veut dire en réalité que... Monsieur le député, on calcule vos salaires dans les amphis. Oui, on calcule que, vous voyez, les gars se projettent plutôt ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont dans les logiques, bon, même si l'école arrive à les dépasser, ils vont un peu faire comme le regretté Fosso Vitor, ils vont voir les arachides et peut-être ils deviendront ce qu'ils pourront devenir. Donc, il y a une réelle nécessité d'aménager, d'améliorer les conditions du travail et des vies des enseignants. Je voulais simplement ajouter en 2 secondes. Concernant le reportage qu'on a vu, parce que évidemment, quand on remet les récompenses, les galons, c'est toujours très jouissif pour la personne qui les reçoit. Ça peut être une juste récompense tout à fait légitime. Mais je crois qu'on aurait tort de se limiter à ces cérémonies de remise de galons, etc. Parce que, comme l'a dit le professeur Luisan Essomba, il y a un réel problème de conditions, de confort des enseignants. Ça fait partie du cadre de la qualité de la transmission de la connaissance. Et au-delà de ça, je crois qu'il ne faut pas oublier un aspect fondamental. Tout à l'heure, on parlait des politiques éducatives et l'honorable Maud parlait, n'est-ce pas, du grand ministère à l'époque qui était l'éducation nationale, qui englobait aussi la recherche, etc. Or, la recherche, c'est important. Regardez nos pays d'Afrique. Nous sommes totalement des valets vassalisés par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur. Ces produits-là, qui sont initiés, créés dans ces pays-là, c'est le produit de la recherche, des chercheurs. Il faut mettre les moyens. On parle de budget d'éducation, l'enseignement supérieur. On met les moyens. Un pays qui se projette vers l'avenir, c'est un pays qui doit investir dans la recherche. Parce que s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'invention. Et s'il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'industrie. Nous sommes condamnés à consommer ou à attendre tous les autres. Donc il est fondamental que l'État prenne en main ce taureau par les cornes et mette beaucoup d'argent dans la recherche et les équipements qu'il faut. Deuxième élément, je crois que tout à l'heure en début d'émission, Maître Michel l'a évoqué, c'est l'insécurité. Aujourd'hui, il y a une perte de repère d'autorité énorme des enseignants. Au point que ceux qui étaient passionnés par ce métier sont en train d'y renoncer. Parce qu'en vérité, on l'a vu avec le jeune Tchakounté, le professeur de mathématiques en 2017, je crois, qui a été poignardé par un élève, dans l'indifférence générale, dont la violence s'est banalisée. Alors, que fait l'État pour mettre en sécurité les enseignants ? C'est aussi un point important. Je peux être passionné par un métier, mais si je sais qu'aujourd'hui, on va aborder nos autres tout à l'heure, si je sais que mon corps de métier est menacé, est un métier particulièrement exposé, et bien évidemment, j'aurai du mal à me faire recruter ou à toquer à la porte de ce métier-là. Donc il est important que la question de la sécurité soit traitée comme il convient. Et par ailleurs, pour terminer, sur toujours la présence de l'État dans cette affaire, dans ce métier, il y a aussi les concours. Les concours qui finalement, il faut dire la vérité, parfois qui se monnaient. Et on a droit à quoi ? À des incompétents dans ce métier-là. C'est pas normal. Parce qu'un pays aussi émerge et s'illustre par la qualité des enseignants. C'est par les concours, souvent dans les grandes universités, l'agrégation, dans les lycées, que ces professeurs peuvent être choisis. Mais on se rend compte que ça devient un business. Sans méconnaître aussi qu'il y a maintenant des marchands dans ce monde éducationnel. C'est-à-dire qu'en vérité, vous avez des hommes d'affaires qui n'ont absolument aucune connaissance de la culture et de l'éducation, qui vont obtenir moyennant des sommes sonnantes et trébuchantes, des agréments, pour ouvrir soit les écoles de BTL, les écoles de machin, alors que ils n'ont pas le cœur, justement, à l'éducation et à la transmission de la connaissance. Donc, je pense que l'État doit mettre en place des systèmes qui puissent se permettre que les personnes de qualité s'investissent dans l'éducation. Samuel Maud, sur les conditions d'amélioration des conditions des enseignants.
Sur les conditions d'amélioration, je crois que tout le monde là est plus ou moins unanime qu'avec un certain nombre à un niveau de rémunération, on ne peut pas être considéré comme étant une personne qui travaille dans de bonnes conditions dans le cadre de l'exercice de sa fonction. Mais moi, j'ai tout simplement suggéré tout à l'heure qu'il faudra également tenir compte de la rareté des ressources, bien entendu. Je pense qu'il faut le mettre également dans le cadre de la rationalisation de la dépense, parce qu'il y a une question fondamentale qui nous a toujours amené à poser des questions au ministre lorsqu'il passe à l'Assemblée nationale. Quel est le niveau de pertinence que vous avez à pouvoir juger de votre allocation de ressources. Sous-entendu, lorsque vous avez alloué, par exemple, la construction, vous avez dit par exemple que vous payez 100 francs à une personne, est-ce que vous vous mettez en adéquation par rapport au résultat que vous attendez de cette personne-là? Et ça, cette adéquation-là, cette juste adéquation-là doit être chaque fois recherchée pour pouvoir être sûr que les politiques publiques nous poussent vers cette émergence-là que nous appelons de tout nouveau en 2035. Maintenant, les problèmes de comparaison entre États, là également, il faut être très prudent, docteur, parce que aujourd'hui, nous avons une réelle difficulté de ce que notre fonction publique, effectivement, prend un peu de partout, recrute à tout vent, mais également, il y a ce fatidique-là que le ministère des Finances, qui nous a été rappelé plusieurs fois, qui ne peut pas dépasser. C'est-à-dire qu'on considère qu'au-delà d'un certain montant, les salaires occupent une très grande place dans le budget de l'État, et donc il va falloir faire des restrictions. Et dans le cas effectivement de la comparaison que vous faites avec la Côte d'Ivoire, vous ne connaissez pas très bien quelle est la qualité de leur personnel, quel est le nombre, comment est-ce que les salaires également sont décidés, parce que ce paramètre-là, il faut le tenir en compte. Mais en tout état de cause, il est important que la recherche aille directement à un certain nombre de personnes pour que le confort, pour qu'il y ait une juste répartition de la croissance à l'intérieur de la société. Les autres problèmes qui sont posés également dans le cadre de ce système d'enseignement-là, c'est de dire effectivement comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse trouver un cadre de travail idéal à un certain nombre de personnes. Ce cadre idéal doit être recherché, mais encore une dernière fois, là aussi, pour avoir participé à la gestion des ressources humaines, vous devez également savoir qu'à l'intérieur, quel que soit d'un État, d'une organisation, il y a toujours cette différence-là dangereuse qui va être faite entre les gens qui créent de la richesse, d'où la vocation, la volonté de chacun de nous d'aller vers là où on crée de la richesse en collectant notamment, notamment l'impôt, que d'aller vers d'autres métiers, parce que la plupart de ces métiers-là également que nous vendons à l'intérieur de la fonction publique sont considérés, en ce qui me concerne, comme étant des métiers support. C'est-à-dire que c'est des métiers qui participent à le fonctionnement certainement de la structure, mais qui ne créent pas directement la richesse, mais qui participent également à accompagner les autres qui créent la richesse. Et donc, du coup, vous allez voir que dans la plupart, que ce soit dans une entreprise privée, c'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez par exemple dans le cadre d'une entreprise qui produit du pétrole, les meilleures rémunérations auront vers les gens qui sont dans les champs pétroliers. De la même façon, lorsque dans une société de téléphonie, la plupart des gens qui auront les meilleures rémunérations sont les gens effectivement qui seront en contact avec la clientèle, également en train de créer de la valeur. Et dans ce cadre-là, la fonction publique, elle est ainsi faite. L'autre chose également que je voulais souligner pour pouvoir terminer la demande définitive, il y a également une corrélation entre le risque que vous avez dans votre profession que vous faites au quotidien et la rémunération que vous en tirez. La fonction publique par essence, qu'elle soit camerounaise, française et européenne de manière générale, elle a toujours été considérée comme étant un métier sans risque. C'est-à-dire que lorsqu'on vous a mis dans une fonction publique, on considère que vous pouvez vous contenter de travailler puisque vous ne prenez aucun risque. Tout au contraire d'une personne qui se trouve dans le secteur privé et qui est assujettie à un risque de licenciement de tout temps. Donc du coup, cette comparaison-là, à l'intérieur même du corps scolaire, à l'intérieur d'une nation, doit être également prise en compte par rapport au risque que vous assumez. Les fonctionnaires par essence, partout ailleurs, peut-être il faut le regretter, ce ne sont pas des gens qui sont hautement rémunérés par rapport à d'autres fonctions. Ce qui n'est pas le cas quand même. Oui, sur les propositions. Oui, je veux dire honorable que ce n'est pas parce qu'on est dans la fonction publique et qu'on est moins payé qu'on ne couvre pas de risques. Parce que le salaire... Risque de licenciement. Le salaire est primordial dans le travail, que ce soit dans le privé ou dans le public. Parce que c'est le salaire qui permet à un citoyen de vivre. Quand vous n'avez pas de salaire, quand vous n'avez pas un bon salaire, vous pourrez un risque, même si le travail nous sommes dans la proposition. On n'a plus que 3 minutes pour sortir. Et je voudrais également indiquer que si Honorable Mo parle de la répartition, la faute à qui? La répartition des ressources, la faute sur au régime. Parce que quand on voit la masse,
détournement des deniers publics et le grand train de vie de l'État, on comprend que le gouvernement n'est pas préoccupé de faire une répartition équitable des richesses. Dans ce que vous appelez le grand train de vie de l'État, vous mettez également la fonction salariale. Ah si. La fonction, dans le cas camerounais, non, quand je parle de grand train de vie, c'est ce train de vie des députés comme vous, le train de vie mais ils en profitent, ce soir chacun. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas la mienne au en Afrique. Je voulais parler de l'oligarchie. L'oligarchie qui dirige le pays, quand vous voyez les grosses cylindrées et les frais de carburant, les frais d'émission et tout cela, vous voyez que de ce point de vue, la répartition des ressources n'est pas équitable. Donc, ça, c'est un point d'ordre philosophique, on pourra revenir là-dessus. Je voudrais également indiquer que pour résoudre ce problème et rendre la condition de l'enseignant acceptable, il faut tenir compte de leurs revendications. Parce que les enseignants formulent la revendication de l'application de leur statut particulier. Ça fait depuis plus de 10 ans que ce statut a été adopté et que le gouvernement ne fait pas des efforts pour mettre en application ce statut. Également, il y a cette question de carrière, de plan de carrière que les enseignants dénoncent. C'est-à-dire, dans l'enseignement, il n'y a pas un plan de carrière clair. Et que vous voyez que la plupart des enseignants qui sortent de l'école, ils attendent 3, 4, 5 ans pour être pris en charge financièrement, pour être intégrés dans la fonction publique. Et vous voyez que là, ça crée des frustrations, parce que ceux qui sortent de l'ENAM, immédiatement, lorsqu'ils sont reçus au concours, ils ont déjà le matricule et ils commencent à percevoir un salaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous à l'université à l'époque, on appelait EPSI salaire. C'est-à-dire, c'est déjà une partie du salaire, quand en étant à l'ENAM, on commence déjà à percevoir. Et dès qu'on sort de l'ENAM, immédiatement on est intégré et on continue avec, on perçoit déjà le salaire intégral. D'accord. Donc, et là, on ressort. Nous avons encore le temps. Je voulais juste je disais que les enseignants demandent qu'il y ait un plan de carrière qui peut les inciter à travailler, qui peut les motiver. Merci. Au moins, ça dit même au-delà du salaire. Il faut quand même que quand un enseignant entre, il sait qu'après un nombre d'années, il peut passer d'un grade à l'autre. Ou bien qu'il peut devenir même proviseur, censeur, surveillant général. Alors, actuellement, on constate que les promotions sont motivés par les opinions politiques, par l'adhésion politique, par le militantisme. Il n'arrête pas moins que la grille salariale est la même pour toutes. Mais je voulais seulement vous apporter également un élément dans la réflexion. C'est-à-dire que dans un secteur comme celui de l'enseignement, les gens sont très nombreux. C'est-à-dire que plus à l'intérieur d'un secteur, plus on se dit, si on commence à lâcher de l'air, quel est l'impact que ça pourra avoir. Par contre, là où vous avez des grands spécialistes, on aura tendance à dire, comme c'est le cas effectivement des gens qui sortent de l'ENAM, ils ne sont pas très nombreux. On sait très bien comment on peut les encadrer, comment on peut assurer leur suivi. Mais pourquoi on ne prend pas en charge les enseignants dès qu'ils sortent de l'école? Non, mais c'est bien ce que je suis en train de vous expliquer, Maître Djoumissi. Ils sont nombreux et on pense qu'à un moment donné, un seul point de revalidation peut avoir un impact terrible sur le budget. Sur le plan également, attendez. Honorable. Avant de recruter les enseignants à l'école, je ne suis pas partisan. On fait des prévisions. Le budget, c'est des prévisions. C'est-à-dire, avant de recruter les enseignants pour une année, oui, on sait qu'on a déjà provisionné également le salaire. Non, mais ce n'est pas... Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais oh là là, on va dire, si je prends 2 de plus, voilà ce que ça va me coûter en fonction. Et donc, du coup, très souvent, au lieu d'augmenter le nombre, on continue à tirer effectivement sur la marge salariale en disant qu'il faudra avoir ça à la baisse pour pouvoir avoir les effectifs nécessaires pour pouvoir faire fonctionner un système. Et là, également, ça joue contre ces personnes-là. Mais ce que je voulais vous dire également en ce qui concerne le plan salarial et le statut particulier, il n'y a pas que les enseignants dans la fonction publique. Et donc, pour cette raison-là également, lorsque vous allez ouvrir une brèche quelque part, le décideur, c'est lui qui décide aujourd'hui, quelle est la conséquence que ça peut avoir. La police a un statut particulier, non? Attendez, mais c'est bien... Les forces armées ont un statut particulier. C'est pour cette raison-là. La magistrature a un statut particulier. Écoutez, est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Celui-là, effectivement, dans le cadre de la police que vous êtes en train de suggérer, et également de la cellule du code de la magistrature, vous savez dans quelles conditions ça a été négocié. Et lorsqu'on a fait pour 1 et pour 2 comme ça,
pour passer au second, on va dire de particularisme en particularisme, il ne faut pas non plus qu'on ouvre une brèche de telle manière à ce que tout le monde puisse y engouffrer. Et donc, en ce qui me concerne, mon propos n'est pas de dire effectivement qu'il ne faut pas trouver des conditions d'aménagement, des conditions aménagées de travail à un certain nombre de personnes. On peut le faire, mais je voulais seulement vous dire que chaque fois qu'il faudra tenir compte des contraintes et des pesanteurs quand on évolue. Les Yaka et les Faucons également ont une certaine limite dans la réflexion. Merci. Il y a des possibilités effectivement qui sont envisagées. Je ne suis pas sûr que l'État soit totalement mieux par rapport au secteur. Lorsqu'il y aura des possibilités, je crois effectivement qu'on aura des évolutions. Deuxième thème. Parce qu'en vérité, vous avez remarqué qu'il y a l'enseignement qui est le thème de ce soir. L'enseignement, c'est le métier au-delà du métier, c'est le métier des métiers. Parce qu'il est au cœur de la société. Les magistrats que vous citez, les hauts fonctionnaires, les administrateurs civils, mais je veux dire qu'ils ont été formés par nos instituteurs et par nos professeurs. Donc il faut, c'est une volonté politique. Il faut considérer que le métier, c'est un métier au-dessus des autres, j'ose le dire. Et tout le monde le comprend. Et d'ailleurs, regardez, il y a un lien entre les résultats aux examens, au bac par exemple, et la rémunération. Les enseignants, ils ont des rémunérations tellement ridicules. Regardez la rémunération des copies. Ils étaient payés avant, je crois, 200 francs ou 300 francs par copie. Maintenant, c'est moins que ça. Donc, ils sont démotivés. On a des gens aujourd'hui qui passent le bac avec quasiment 8 sur 20. C'est pas normal quand même. dont la racine du mal, c'est aussi dans la qualité des transmetteurs de connaissances. Merci. Exactement. Et si on ne met pas d'accent, on va passer au deuxième thème. Évidemment, pendant des années, on en parlera sans jamais de solution. Et on ira à Bamenda, notamment où le Premier ministre, chef du gouvernement. Merci, Maître Ndjoumessi. On parle d'autre chose. Il a parlé tout à l'heure des privilèges que les enseignants n'auront pas. Pourquoi ils n'auront pas des privilèges? Si vous lancez le débat, on n'aura pas seulement le temps pour parler d'autre chose. Le privilège dans il faut tenir compte des conséquences. Non, le privilège, par exemple, Célestin vient de parler des rémunérations de participation à l'organisation des examens que les enseignants avaient. On a supprimé. Je n'ai pas participé les privilèges. Je serai le dernier Merci. sur le plateau. Les résultats sont là. Je serai le dernier sur le plateau à pouvoir saluer une politique qui conduit à mal payer quelqu'un. Les gens, chacun quand ils se lèvent le matin, a besoin d'avoir de meilleures conditions de Surtout travail. Les enseignants. Parmi ces éléments de ces meilleures conditions de travail, également le salaire. Si on peut avoir des salaires conséquents, il était tout simplement en train de vous indiquer des pesanteurs possibles, des contraintes dans le cadre d'une démarche comme celle-là, tout simplement. Dans le deuxième thème, après la transition, nous allons voir les images du Premier ministre telles que perçues tout à l'heure, du moins certaines. C'était à l'occasion de sa sortie à Bamenda. Là-haut, c'est où? Le véhicule là-haut. This way, come. Ils sont loin dans les collines. Ne vous inquiétez pas. Le véhicule de l'autorité. Le véhicule de l'autorité. On a véhicule de l'autorité. Avancez. C'est tellement l'image du jour, dans cette sortie du Premier ministre chef du gouvernement, une image marquante. On se souvient d'ailleurs qu'à l'époque, le ministre de la Défense avait également fait face à ces séparatistes. C'est-à-dire qu'il y a comme un double discours. Le gouvernement qui rassure quant à la situation, la sécurité dans cette zone, les séparatistes qui, eux, en profitent pour faire des images de démonstration et des promotions, et les autorités qui ont de plus en plus du mal, si du moins on s'en tient à cela, à se rendre dans les zones en crise. Fidèle Ndjoumessi, que vous inspire cette image en termes de commentaires déjà? C'est une image qui inquiète, qui nous rappelle que l'ordre n'est pas revenu dans le Nozo et que la guerre, il sévit toujours, la guerre continue. Il vous souvient qu'il y a quelques jours, on nous a annoncé cet affrontement sanglant entre les séparatistes et les forces de l'ordre et que nous avons perdu plus de 15 éléments de nos forces de l'ordre. Et il y a également ces enlèvements des enseignants que vous avez signalés tout à l'heure. Donc tout cela démontre qu'il y a la guerre perdue et que la situation ne fait que s'aggraver au fur et à mesure que les jours passent et que le discours du gouvernement n'est pas exact et qu'il y a une sorte
de propagande autour de la situation dans le Nozo et que la solution qui reste est le dialogue, le vrai dialogue, pas celui qui s'est passé en octobre 2019. On a appelé le grand dialogue national. Et beaucoup de participants, beaucoup de ceux qui ont pris part à ce dialogue, aujourd'hui reconnaissent qu'il y a eu échec total de ce dialogue. Et que les mesures qui ont été prises au cours de ce dialogue, aujourd'hui, ne peuvent pas être implémentées sur le terrain. Je pense à la reconstruction, par exemple, parce qu'on ne peut pas engager la reconstruction dans une région en guerre, alors qu'on n'a pas obtenu le cessez-le-feu, on n'a pas obtenu les accords de paix, et qu'on pas construit, et que dès qu'on avance, les insurgés détruisent. Et si on investit dans la reconstruction dans ce pays, c'est de l'argent jeté, c'est de l'argent du contribuable qu'on jette. Alors qu'il y a encore des chances de régler ce conflit par le dialogue. Régler le conflit par le dialogue avec les vrais interlocuteurs. Parce que les vrais interlocuteurs, c'est qui? C'est les belligérants. Et ces belligérants sont nos compatriotes. Qu'ils soient séparatistes, ou qu'ils soient fédéralistes, ou centralistes. Ce sont nos compatriotes avec lesquels il faut discuter. Ils sont en prison, pour certains. D'autres sont à l'étranger. Il y a encore la possibilité de les réunir autour d'une table et discuter du règlement de cette crise. Et le fond de cette crise, c'est le développement local, l'autonomie locale et aussi un problème culturel. Au point de vue du développement local, de l'autonomie locale, il se pose un problème de la forme de l'État. Et nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous croyons au fédéralisme comme solution à cette crise-là. Et le fédéralisme que nous appelons de tous nos voeux n'est pas celui de 1961, de celui qui a eu cours jusqu'en 1972, parce qu'on n'écrit pas l'histoire d'un pays à reculons. Et le problème culturel, c'est celui de la culture anglo-saxonne par rapport à l'éducation et au système judiciaire. Merci. Et nous pensons que le statut spécial tel que prôné par le gouvernement en place ne peut pas régler ces deux problèmes, c'est-à-dire celui de l'autonomie locale, le développement local et le problème culturel que posent nos compatriotes. Célestin Djamane, que vous inspire cette image? Bien, d'abord, vous savez que le Premier ministre Tif Joseph Diongouté passe pour une personnalité très pondérée, très modérée. Je crois que très peu lui contestent cela. Eh bien, regardez un peu, cette personnalité très pondérée, très modérée, si j'ose dire, fait subir les attaques plus ou moins larvées de ce groupe que je n'hésiterai pas de qualifier de sanguinaire et de terroriste. Parce qu'en vérité, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de fédéralistes qui posent des revendications d'autorité étatique. Dans cette crise dite abusivement anglophone, parce que c'est une crise camerounaise, dans la partie d'expression anglaise du Cameroun. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent qu'ils ont un pays, un État, aussi virtueux soit-il, aussi imaginaire soit-il, qui s'appelle l'Ambazonie. Ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient négocier. Et moi, je me rends compte qu'il y a une catégorie de personnes dans le domaine politique qui pensent que non, c'est juste des petits mécontents qui font la surenchère pour avoir au minimum le fédéralisme. C'est faux. Je ne peux pas confondre ici, depuis tant, les fédéralistes, les anglophones et des ambazoniens, dont il faudrait d'ailleurs vérifier qui sont constitués en majorité de Camerounais. Je ne suis pas certain
que ces Ambazoniens soient constitués majoritairement de Camerounais. Donc, il ne s'agit pas ici de faire d'amalgame entre les anglophones, qui depuis très longtemps ont posé des questions républicaines légitimes sur la forme de l'État. C'est tout à fait discutable. Évidemment, il y en a qui sont pour le fédéralisme à 2 États, que je rejette de manière radicale, parce que ça nous fait revivre les réminiscences de la période de confrontation entre anglophones et francophones. D'autres à 4 États qui seraient fondés sur un fédéralisme communautaire, ou plutôt communautariste, donc un repli identitaire, qui est abominable, parce qu'on est en train de construire la nation, qui doit être consolidée en permanence. Moi, je serais partisan d'un fédéralisme à 10 États, qui repose sur les 10 régions actuelles. Mais c'est un débat qui est parfaitement républicain. Et chez nous, Chapard, nous privilégions le débat dans le cadre des valeurs républicaines. Parce que quand on a tout perdu, il nous reste le socle de la République. C'est là que les gens se retrouvent. Donc quand on fait l'amalgame entre les Ambazoniens, qui sont des assassins et des barbares sanguinaires terroristes, et je n'hésite pas à le dire aujourd'hui, parce que quand on a des gens qui sont capables d'assassiner des enfants à l'école primaire, dont le plus âgé avait seulement 11 ans, je ne peux pas considérer qu'on puisse négocier avec eux. Si jamais l'État, d'ailleurs ils n'en veulent pas du tout des négociations, ils considèrent qu'ils ont un État, l'Ambazonie. Il ne s'agit pas ici d'anglophones fédéralistes, comme le Agbobala. Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Parce qu'on va nous créer dans la confusion que les anglophones, ils veulent le fédéralisme, ils revendiquent. Non, il s'agit ici de sécessionnistes, dont des séparatistes. Regardez un peu le cas de la Catalogne. Monsieur Puigdemont Carlos est aujourd'hui en exil depuis au moins 5 ans en Belgique, eurodéputé. Il a été pourchassé. Et les Européens, à l'unisson, ont condamné la tentative de sécession de la Catalogne. Vous savez très bien. Donc ici au Cameroun, il y a encore des lobbies. C'est un lobby médiatique ayant pignon sur rue qui s'amuse par moments à faire de l'apologie du terrorisme. Et là, c'est la vraie définition de terrorisme. Parce que quand les gens terrorisent la population, quand ils vont assassiner les enfants, égorger les femmes, on se souvient de Madame Florence Ayafort, quand même dans les vidéos. On ne peut pas considérer qu'on puisse négocier avec des gens qui prennent les armes contre un État. L'État ne négocie pas avec des entités, avec des groupes. L'État peut négocier avec un autre État, mais pas avec des groupes. Par contre, l'État doit dialoguer en permanence. Parce que c'est le rôle de l'État comme un parent. Un parent doit parler à ses enfants. Mais l'enfant sait qu'il y a une autorité à la maison qui est le père. Merci Célestin. Donc l'État a le devoir de dialoguer, certes, mais je ne confonds pas, pour ce qui me concerne, Dupita, dialogue et négociation. D'accord. Dans le cas d'espèce, quand on négocie un morcellement du territoire, la négociation est impossible. Et il faut faire comme en Chine. Quand la Chine a repris Hong Kong, ils ont imposé l'ordre et l'autorité de l'État. Vous avez vu les Tamouls au Sri Lanka, après 60 ans de guerre, ils ont fini par se ranger. En Colombie, les FARC. Je peux citer aussi la Corse. Qui parle encore de la Corse aujourd'hui? Merci. Qui parle de l'ETA basque? Donc l'État a une autorité. Même l'opposition, si elle arrive à prendre un jour les affaires, ben, il faudrait bien que l'État, à ce moment-là, qui serait dans la même opposition, ait de l'autorité. On ne peut pas jouer sur le morcellement d'un pays comme le Cameroun. Mais Ambroise, tu cites le cas de la Colombie, tu cites le cas de la Corse. La Colombie, les gens ont pris des armes, mais on a négocié, on les a ramenés. Même si ce n'était pas pour la séparation. C'est pas forcément l'exemple précis. L'État a une autorité. En Colombie, vous ne voulez pas la séparation du pays. L'État est permanent. L'État est permanent. Il ne faut pas être intransigeant et dire que ceux qui ont pris les armes, on ne peut pas parce que le débat est faussé. On confond les fédéralistes dans les gens qui posent des revendications. Je suis d'accord qu'il faut isoler. Il faut isoler les séparatistes. Il faut isoler, les combattre. Non, je suis d'accord. Est-ce que tu peux faire la différence entre les séparatistes? Vous êtes pour qu'on combatte les séparatistes? Je suis pour qu'on combatte les séparatistes. Mais les fédéralistes. Il faut d'abord les identifier. Non, mais ils sont identifiés. Et pour combattre les séparatistes. Ils ne s'en cachent pas. Bon, pour combattre les séparatistes, il faut qu'on passe d'abord au fédéralisme. Alors maintenant, s'ils continuent, dans leur position, ils sont là les ils posaient déjà la question du fédéralisme. D'ailleurs, on avait 2 États fédérés. Alors, on va écouter les autres panélistes aussi sur la question, s'il vous plaît, messieurs. Mais c'est une question qui est tout à fait républicaine. Célestin, on écoute aussi c'est le séparatisme. Merci. Docteur Ambroise Joseph Somba, cette image que vous inspire-t-elle? C'est le nœud, du moins, c'est l'ancrage du débat? Elle m'inspire un signal fort. Un signal fort lancé par les sécessionnistes qui nous interpelle sur, je vais dire 2 ou 3 points qui me semblent fondamentaux. D'abord, premier point, c'est que il y a cette image nous indique ou met sur la table la question d'une négociation urgente.
Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe, le Premier ministre n'était même pas encore arrivé à Bamenda. Il est à l'entrée de Bamenda, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore au cœur de Bamenda que les armes crépitent. Donc, premier signal fort, c'est qu'il y a une urgence de la négociation, des accords. Mais écoutez, la négociation... Et sur quoi? On a vu M. Célestin Djamé au Sénégal avec la Casamance. Mais ils en sont aujourd'hui. Il y a les accords, on a vu les accords de Marcoussi. Il y avait quoi? C'était toutes les négociations. On a vu les accords de Preto, il y avait l'Angola. On est revenu aux accords. Non, parce que là, vous êtes trop péremptoire. Même en RDC, les accords de Salt City. Il s'agit des gens qui ont prétendu qu'ils ont un territoire, qu'il y a des colons dans ce territoire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je ne sais pas. Parce que moi, depuis les années que j'entends, parce qu'ils ont commencé par la SCNC, sous Aïdjo, d'ailleurs, je vous rappelle, ils étaient extrêmement inaudibles à l'époque. Mais maintenant, ils ont des armes lourdes, parce qu'il faut bien différencier les choses. Nous sommes point de débat sur le fédéralisme. Mais il s'agit de gens qui sont pour le séparatisme. Ce pas des blagueurs. Ce pas des blagueurs. Donc on négocie la séparation de l'État. Non, on a perdu la Northern Cameroun en 61, vous le savez très bien. Donc faut-il encore morceler le Cameroun, négocier sur l'éventuel morcellement du Cameroun? Ce n'est pas possible. Nous serons peut-être tous d'accord sur ce plateau, peut-être vous allez me corriger si je me trompe. L'option militaro-militaire a montré ses insuffisances. Donc en réalité, c'est l'option politique qui nous reste. Et dans l'option politique, je voudrais convoquer le président de la République lui-même. Il faut être un mendiant de la paix. Il l'a dit au piédestal des Nations Unies. Bon, pourquoi ne pas mendier? Monsieur Célestin, il y a un proverbe chez nous, vous consultez très souvent le doyen, à la Kalaka, qui vous le dit très souvent, qu'il y a un proverbe chez nous qui dit que quand vous êtes en train de vous noyer, même si la queue d'un serpent agrippez-vous, si vous pouvez avoir la vie sauve. Donc c'est pour dire quoi? Au regard des morts qui sont déjà enregistrés dans ce pays, je pense que, monsieur Célestin Djamé, on ne peut plus rester dans la logique radicale ou radicaliste qui voudrait qu'on négocie avec qui. Parce que rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'être va-t-en-guerre. Il s'agit des gens qui ont décidé pour des raisons qui sont les leurs de prendre les armes contre un État qui s'appelle le Cameroun. Ils ne veulent pas du tout négocier. Et là, je parle des ambazoniens et pas des fédéralistes. Moi, je suis fédéraliste, si vous voulez, mais je ne considère pas qu'il faille faire l'amalgame entre les gens qui posent la question sur la forme de l'État et les gens qui ne veulent pas entendre parler de négociation. On négocierait sur quoi d'ailleurs? D'accord. Mais je note quand même que vous, ça m'a l'air d'être une révélation, vous êtes pour le fédéralisme à 10. Non, moi à je 10 suis États. Éventuellement pour un fédéralisme à 10 États. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a un État... C'est une approche nouvelle, hein, Célestin. Non, c'est pas non, il est fédéraliste depuis, il est au SIF. Attends, moi je suis... Non, mais à 10 États, le SIF, c'est pas à 10 États non plus. Non, le SIF n'a jamais donné le nom d'État. Il n'y a jamais, le SIF n'a jamais défini qu'il y aurait 2 ou 4 ou 10 États. 10 États, je suis radicalement opposé au fédéralisme communautaire, qui est un amalgame, un fatras. Ils auront l'occasion de venir préciser leur pensée, ils ne sont pas là ce soir. Vous parlez de qui? Faites la promotion de votre fédéralisme. Non, je vous dis que moi je suis opposé à cela. Laissez le fédéralisme de Cabral l'aider. La forme de l'État qui reposerait. Alors vous y arrivez. Vous y arriverez. Les 10 régions du Cameroun. Célestin, vous avez pris le temps de parole de... Allez-y, prof. Donc, en réalité, l'image inspire la nécessité urgente d'un cessez-le-feu, d'arrêter cette guerre, permettez-moi l'expression. L'image aussi permet de comprendre à quel point les sécessionnistes maîtrisent le terrain. Parce que quand vous regardez bien comment les armes crépitent, vous vous rendez compte que les gars sont logés au sein, disons, au niveau des montagnes. Et autre chose, après cela, après l'observation de cette image, on comprendra peut-être que les choses vont changer parce que le Premier ministre John Gouté, de retour à Yaoundé, aura désormais, à mon sens, une autre perception de cette guerre. Parce que lui-même, il a vécu les réalités. Écoutez, quand on vous tire une balle, ou du moins, quand vous voyez, ne serait-ce qu'un fusil, même s'il est déchargé, il suffit qu'on vous le place sur votre temple que vous allez perdre la logique du raisonnement. Moi, ce que je voudrais dire, M. Dipita, la question de la forme de l'État ne se pose pas dans ce pays. En réalité, c'est un problème de gouvernance. Je vais vous prendre un exemple. C'est un peu comme le système matrimonial. Si vous choisissez le système matrimonial monogamique, vous allez estimer qu'en fait, il n'y a que d'avantages, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi trop d'inconvénients. Si vous prenez le système matrimonial polygamique ou la polyandrie, vous allez toujours trouver qu'il y a des avatars, il y a des inconvénients. C'est un peu comme si il n'y a aucune forme de l'État qui puisse garantir qu'on peut être exclu d'une sécession. Voilà le Nigeria. Ce n'est pas un État fédéral, mais ils ne sont pas attaqués. Donc c'est pour dire quoi? En réalité, la forme de l'État, M. Dipita,
moi j'estime à mon petit niveau que cette question ne se pose pas. C'est une question d'une réelle gouvernance. Si les biens de l'État sont rationnellement repartis, si les recrutements sont faits dans les règles de l'art, si les sanctions suivent lorsque vous n'avez pas respecté un marché qu'on vous a passé, si ainsi de suite, c'est à cela qu'on va aboutir. Or, si on regarde aujourd'hui les questions de fédéralisme, si vous avez lu la thèse du membre du Conseil constitutionnel, le professeur Lekenon Donfak, sur l'échec du fédéralisme au Cameroun de 1961, vous allez essayer de comprendre un certain nombre de choses. Que tout ce qui est proposé comme fédéralisme communautaire, fédéralisme à deux cultures, voilà, à deux cultures. Voilà. Parce que le fédéralisme culturel... Ça a été de catalyseur de coup d'État. Voilà, c'est extrêmement dangereux. Voilà, donc c'est extrêmement dangereux. Oui. Moi, je pense qu'il faut revenir sur une bonne organisation de l'État, dans le sens de la bonne gouvernance, en l'encadrant, en faisant de sorte que tout le monde puisse se retrouver au Conseil du développement de l'État. Quand vous prenez aujourd'hui, par exemple, la question du statut spécial, moi je vais vous prendre un exemple, je viens du Mbam, nous avons 3 cours d'eau qui nous traversent, il y a le Noun, la Salanga et le Mbam, mais on a des problèmes électriques tous les jours. Où je vous parle là, nous sommes sur l'obscurité à Bafia. Il y a des problèmes de tous les jours, pourtant nous sommes encerclés des cours d'eau. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, Bafia peut aussi demander un statut spécial au niveau de la région. Donc c'est des questions extrêmement sensibles, mais qui, à mon sens, méritent d'être réglées, catalysées, encadrées. Le statut spécial n'a rien à voir avec le fédéralisme. Hein. Oui, non, je l'évoque tout simplement. Donc pour dire que la question de la forme de l'État, on va y réfléchir, quelles que soient les supputations, les élucubrations qui peuvent être menées, ou des réflexions même approfondies qui peuvent être menées, vous allez vous rendre toujours compte que aucune forme de l'État ne peut garantir qu'on n'aurait pas un problème de sécession ou de division de l'État qui soit revendiqué par un groupuscule. Samuel Mout, quand vous regardez cette image, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il y a une forme de contresens entre le discours officiel et la réalité sur le terrain? Non, quel contresens? Si le Premier ministre va maintenant, c'est parce qu'effectivement, il y a un problème qui continue à se poser là-bas. Maintenant, vous voulez que, sur le plan médiatique, que ça ait des ampleurs que ça n'en a pas dans la réalité. Je veux dire que ce n'est pas les médias non plus qui ont créé cette image. Ce n'est pas les médias. Le Premier ministre encadré pour rejoindre son véhicule, alors que on entend des... C'est une mesure de sécurité qui a été prise à ce moment-là, peut-être parce qu'on n'a pas... Non, il y a des tirs. On n'a pas... On peut mettre le son, quelques minutes. Je ne suis pas en train de faire un déni sur les tirs éventuels. Bon, bien entendu, les tirs n'étaient pas attendus à cet endroit-là. Les gens ont voulu se signaler. Maintenant, Lusong et Sumbamo est un peu en disant que c'est un signal fort. Dans une république, le signal fort, il est donné par l'institution. Les gars qui sont dans le cadre de cette bataille, ne prennent absolument pas... Non, je veux dire, non, quand vous dites... Écoutez, quand vous dites, je vous ai donné un signal fort, ça veut dire que je vous ai montré ma puissance. Or, dans une république, les extrémistes n'ont pas à faire preuve d'une démonstration de leur puissance quelconque. Et donc, c'est pour ce thème-là que je vous recuse. C'est pour cela que je vous recuse ce thème-là. Ils ont montré les signaux forts. On ne peut pas admettre que des extrémistes à l'intérieur de la République puissent pouvoir dire à un moment donné, c'est un signal fort que je vous envoie. C'est une menace. Attendez. Vous savez que c'est la deuxième fois que le Premier ministre va là-bas. Pourquoi la première fois, il n'y a pas eu ce signal? C'est la deuxième fois. Donc, ça veut dire que quand je parle le mot de signal fort, ça veut dire que pour cette deuxième fois, les gars sont montés ils ont monté un signal fort de ceux qui sont présents sur le terrain, très bien. Mais en réalité, il s'agit des gens qui sont déviants aujourd'hui, à qui nous ne pouvons pas coller ce signe-là qui est celui de signal fort, qui pour moi est un signe péjoratif, premièrement, et qui rentre dans le cadre d'un pouvoir régalien qui appartient à une seule personne, qui est ici l'État. Attendez, vous êtes dans le discours alors que sur le terrain, il y a une réalité. Enfin, une réalité honorable. Mais justement, j'en venais à cette réalité qui voudrait effectivement que là aussi je suis en désaccord avec Maître Djoubissi qui parle de une quinzaine de 15 éléments de force de l'ordre qui ont été tués, la guerre continue à sévir, c'est des expressions que je conteste, le discours du gouvernement est inexact, donc il faut passer à autre chose, et il faut également, il y a un signal fort qu'il a étudié tout à l'heure, et il faudra une négociation urgente qui devait certainement être posée. Je voudrais qu'on revienne à l'essentiel et qu'on fasse les choses simplement. Dans le cadre d'une république, les règles ont vocation à être respectées. Et quand on dit effectivement que les règles ont vocation à être respectées, elles doivent être respectées de tout le monde. Quel que soit le niveau de revendication, quelle que soit la légitimité d'une revendication que l'on doit poser. Il y a une règle qui voudrait effectivement que lorsqu'on est d'accord avec quelqu'un,
le chemin que l'on doit trouver, soit c'est la conciliation. Quand on n'a pas réussi à se concilier, on va aller. Attendez. De manière normale. Le problème, effectivement, c'est que je vous Nous ne sommes pas dans une république en situation normale. Il peut quand même couper nos sons parce que là, il m'empêche de parler. Ce que je vous reproche, effectivement, ce n'est pas le fait que nous soyons en crise aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, nous avons toléré la crise en pouvant justifier un certain nombre de déviances qui ont été posées de manière un peu plus graduelle d'ailleurs. En disant que oui, mais effectivement, pendant qu'on y est, si les gens peuvent de telle manière déstabiliser tel ou tel pouvoir, effectivement, on peut bien l'encenser. Et le docteur Ngumiti également, le discours MRC n'a pas évolué dans ce sens-là. C'est de dire, effectivement, on peut comprendre un certain nombre de gestes totalement déviants qui sont posés ici ou là, à partir du moment où on n'a pas négocié, on considère qu'on peut utiliser ça comme étant un élément politique. Mais là également, vous allez voir, au niveau des contradictions où ils en sont, il y en a qui sont pour le fédéralisme, qui sont pour le jacobinisme. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement le fédéralisme n'est pas la solution. Mais y compris également quelqu'un avec qui je pourrais avoir peut-être une identité d'opinion sur le plateau qui est Célestin Diamène. Vous voyez très bien qu'après, la sortie, elle est difficile à réaliser. Parce qu'il vous dit effectivement qu'il n'est pas pour le fédéralisme, comme lui d'ailleurs il a dit de 1961, à 2 États. Mais lui, il s'avance en disant qu'il s'aventurait en avançant, en disant qu'il serait pour le 10. Ce que vous lui posez derrière, les problèmes que ça risque de poser par la suite, notamment sur l'autochtonie et la logénie, vous allez voir qu'à partir de ce moment, on ne sera plus d'accord sur quoi que ce soit. Je soulève ça pour quelle raison? Pour pouvoir dire effectivement que nous sommes dans une république, même si on l'a mis en crise aujourd'hui, et quand dans le cadre de la République, il y a une séquence absolument qu'il faut respecter. Je voudrais, de manière caricaturale, il y a des règles qu'il faut également respecter là aussi. Il n'y a pas un différent dans une République qui peut nous être considéré comme étant insupportable. Lorsque nous sommes en face de quelque chose que nous considérons comme étant insupportable, comme les anglophones à un moment donné ont pensé le dire, nous devons revenir à la première règle qui fait que, à travers les mécanismes que la République nous offre, nous pourrons trouver une solution à nos problèmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, il faut être à cheval sur la séquence républicaine là aussi. C'est-à-dire que tous les problèmes dont nous discutons aujourd'hui, c'est le Saint-Diamène quand il dit effectivement qu'il est sûr de lui quand il dit qu'il veut le fédéralisme à 10 États. Il y en a également qui pensent que c'est le fédéralisme communautaire qui est la meilleure solution. Il y a également qui pensent que, je peux également imaginer qu'à un moment donné, la décentralisation peut bien nous convenir de telle manière, de la même façon qu'il a dit tout à l'heure que si on s'était assuré de ce qu'il y avait une certaine rationalité dans la gestion de la chose publique, peut-être ça nous éviterait même avoir ce genre de penchant en disant moi je vais être fédéraliste, pas fédéraliste et tout. Le problème que je suis en train de vous poser, comment est-ce que vous faites? Quel est l'indicateur que vous donnez? L'indicateur sera difficile à trouver. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'on est dans le cadre d'une démarche comme celle-là, il y a une séquence républicaine qui fait qu'à un moment donné, on ne tolérera que personne ne prenne des armes. Que ce soit de quelque fabrication que ce soit. On attendait la séquence républicaine pour que Célestin Diamène, dans le cadre d'une élection présidentielle, dit « Moi, je veux faire le fédéralisme à 10 États. » Voilà les avantages, voilà les inconvénients. Si, à l'intérieur de cette séquence-là, vous me donnez une certaine majorité, voilà ce que je vais appliquer. En ce qui concerne le président de la République qui est là en ce moment, il ne s'est jamais aventuré sur ce chemin-là. Donc on attendra la prochaine séquence républicaine pour pouvoir leur dire effectivement la fédéralisme à 10 États, c'est quelque chose de parfait. Également, dans le cadre effectivement peut-être d'un État décentralisé, c'est quelque chose de parfait. À partir du moment où nous avons donné une majorité à une autre personne, nous devons revenir à la rationalité qui fait que on ne peut jamais admettre qu'à l'intérieur d'un territoire donné, que des coupuscules d'individus commencent à rançonner la chose publique. Mais Maître Ngumiti, attendez, Maître Ngumiti, mais on est dans quel état là? Vous voulez tolérer? Attendez, la crise, effectivement, c'est parce que nous l'avons commencé à. Non, on aurait dû dire à ces gens-là. Il y a remise en cause de l'autorité. Attendez, il y a remise en cause. Attendez, on aurait dû de l'ordre. On aurait dû dire dès le début de ce conflit-là qu'on ne tolérera pas à l'intérieur d'une république comme la nôtre qu'il y ait 2 ou 3 individus qui commencent à programmer des règles telles que vous n'allez pas à l'école. Dénoncer le non-unanimisme autour de la... Non, moi je voulais dire, je voulais faire s'il vous plaît, honorable, s'il vous plaît. Peut-être d'abord. Moi je pense que, d'abord, le fédéralisme, cette forme de l'État dont on parle tant, ne fait pas disparaître la République. Mais attendons la séquence républicaine, Célestin. Attendons la séquence républicaine. Vous faites des éléments de campagne, vous gagnez là-dessus, vous allez l'appliquer. Qu'est-ce que le fédéralisme? Évidemment, ça n'exclut pas. Mais vous n'avez pas besoin de me convaincre qu'on attend la séquence républicaine. Non, on a cité le Nigeria. Évidemment, il peut y avoir des velléités de séparatisme dans un État fédéral, je suis d'accord. Mais quand on parle de fédéralisme, c'est un contrat entre les entités qui mutualisent leurs compétences
leurs valeurs, leur travail, leurs ressources, avec à la tête un État fédéral qui a le monopole de l'armée, si j'ose dire, de la diplomatie et de la monnaie. C'est ça le fédéralisme. Donc au contraire, ça va vers plus d'efficacité. Parce qu'au Cameroun, par exemple, j'aurais tant aimé, et là c'est l'ancien conseil municipal qui vous parle, l'ancien élu qui vous parle, j'aurais tant aimé qu'on eusse appliqué la décentralisation. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Et je vous parle en tant que pratiquant, parce qu'en vérité, regardez un peu les maires. Ils sont pollués par des instructions à caractère partisan. Le maire, c'est le premier magistrat d'une cité, dont sa vocation, c'est de gérer sa cité conformément à la promesse de campagne qu'il a faite. Oui, comprenez. Oui, moi je suis surpris sur ce plateau que Honorable Mott continue à afficher l'arrogance et l'entêtement. Et l'entêtement du régime. C'est entre vous qui faites des choix clairs. Moi, je vous dis tout simplement, dans le cadre d'une séquence républicaine, vous posez des éléments de campagne sur lesquels on débat et sur lesquels également on élit. Vous parlez d'éléments de campagne dans un contexte, dans un pays où les élections ne sont ni libres, ni transparentes, ni justes. Vous savez, et boycottant 2025 alors. Également, vous commencez à écarter vos adversaires. Vous parlez de respect des lois républicaines dans un contexte de crise. Quand on parle de crise politique, c'est qu'il y a remise en cause de l'ordre politique et l'ordre social. Et dans ce contexte, on ne parle plus d'obéissance aux lois républicaines. Non. On cherche à négocier pour revenir à l'ordre, pour restaurer l'ordre. On rentre dans la jungle? Non, ce n'est pas la jungle, c'est le dialogue. C'est le dialogue s'il faut négocier. Et vous voyez que ce que Honorable Mott démontre ici, c'est le comportement qu'ils ont affiché dès le début de la crise. En commençant par la répression systématique. Vous voyez, où ils ont bastonné les avocats, enlevé les robes des avocats. Complaisance. Aller à l'université, brutaliser les étudiants, violer les étudiantes. Voilà. Donc, ils ont commencé avec la violence et depuis le début, il ne faut que pour... Non, je ne parle pas. Nous ne sommes pas d'accord avec... Les avocats n'étaient pas qui manifestaient. Non, nous ne sommes pas d'accord avec les Ambazoniens. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne serons jamais d'accord. Nous ne serons jamais d'accord. Les avocats manifestaient, mais ce n'était pas des sécessionnistes. Mais pourquoi on les a brutalisés? Non, on les a violentés. Évidemment pas. C'était pas les sécessionnistes. Mais il n'y a pas de lien à faire entre les sécessionnistes qui l'ont toujours été et les manifestants qui réclament un peu plus de clarté. Donc on aurait dû les entendre. On aurait dû les comprendre. Mais bien sûr, parce que c'était pas les sécessionnistes. Il n'y a pas de lien à faire entre les sécessionnistes qui remontent à la période Aïdjo. Je suis d'accord. Et les manifestants, je suis d'accord. Et nous, au mouvement pour la naissance du Cameroun, nous sommes formellement opposés à la sécession, opposés à la séparation. Nous sommes contre le séparatisme et nous sommes pour la République du Cameroun. Opposés à la prise d'armes, ça m'ira beaucoup. On n'a pas à prendre des armes. Oui, nous ne sommes pas d'accord. On ne doit pas prendre des armes. Il faut le condamner fermement. Mais nous sommes d'accord qu'on ne doit pas prendre des armes. Voilà. Mais aussi, lorsque les gens arrivent à prendre des armes, il faut chercher à comprendre pourquoi ils ont pris les armes et les amener à déposer les armes. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit, honorable. En débattant de la séparation. En temps de crise. Parce que vous savez bien que pour les séparatistes, il n'y a qu'un seul point à l'ordre du jeu éventuellement, c'est une négociation. C'est des conditions de la séparation. Mais c'est une ambition. C'est une ambition qui ne pourra pas être réalisée. Parce que pour rien au monde, l'État du Cameroun... Mais c'est pour cette raison qu'ils se battent. Oui, c'est pour cette raison qu'ils se battent. C'est une ambition qui ne pourra pas être réalisée. On ne peut pas négocier avec eux. C'est un rêve. On négocie donc de quoi avec eux? On négocie donc sur quoi? On négocie les gens qui veulent le morcellement du Cameroun. On négocie le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, parce que les gens meurent. On négocie le cessez-le-feu. Ambroise Joseph Somba. Oui, dans mes développements tout à l'heure, peut-être que l'honorable a dû comprendre autrement, mais personne ne peut faire l'apologie de la sécession. Je dis bien, personne, aucun Camerounais, même s'il soit faux, ne peut faire... Non, beaucoup le font. Il y a des défilés qui font des amalgames. C'est même un projet impossible. Un projet impossible. On a vu ça dans les médias. Il y a même des médias qui ont pignon sur rue, qui font l'apologie quotidienne de la sécession.
Il faut arrêter cette tolérance. Parce que là, j'ai vu des vidéos, d'ailleurs, virales sur les réseaux sociaux, où les gens se permettent, prennent malin plaisir, à passer des vidéos où on tue les gendarmes, où on massacre l'armée, comme pour passer un message subliminal pour dire que n'entrez plus jamais dans l'armée, vous allez vous faire massacrer. Et en période de crise, de guerre, on ne peut pas faire ça à son pays. Ça, c'est impossible. Donc, il faut frapper. De la même manière où les gens qui s'amusent à tabasser les policiers dans la rue, on a fait des réunions là-dessus, évidemment. Je suis ravi que le gouverneur, par exemple, ait pris des mesures pour éviter que les gens fassent des vidéos virales qui montraient les gens qui jouissaient parce qu'ils frappaient sur les policiers. Il y a quand même des symboles républicains. Et ces symboles républicains nécessitent justement qu'on mette des points d'ancrage. Il y a des sanctuaires. On ne peut pas se réjouir de montrer les gendarmes égorgés, tués. Et contrairement à ce que dit M. Djoubissi, il y a 1200 gendarmes et policiers assassinés dans le Nozo. Ça fait déjà beaucoup. Et à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de point de négociation, il faut simplement dire que maintenant, puisque les enfants du pays, entre guillemets, ont pris des armes, s'insurgent contre la nation, parce que comment ferions-nous de la politique si on ne peut plus sortir de chez nous? Voilà. Alors je vous relance. Voilà le PM qui ne peut pas circuler. Je voudrais indiquer qu'aujourd'hui, je voudrais indiquer que nous sommes tous contre les séparatistes. Et quand nous prônons la négociation, le dialogue, c'est pour faire en sorte que les rangs des séparatistes ne grossissent pas davantage. Parce qu'aujourd'hui, avec l'entêtement du gouvernement, les rangs des séparatistes qui étaient pas très beaucoup au départ, ne font que grossir. Parce qu'aujourd'hui, les fédéralistes qui ne sont pas entendus se sont jetés dans les mains des séparatistes. Donc, c'est important de négocier, ou même de négocier sur la forme de l'État et passer au fédéralisme pour réduire le nombre de séparatistes avant de les combattre. Sur une nouvelle question. On a eu le grand dialogue national il y a plus ou moins 2 ans déjà. C'était le 30 septembre à Yaoundé. Un grand dialogue qui a accouché d'un statut spécial, d'une loi sur la décentralisation, d'une House of Chiefs, assortie d'une volonté d'octroyer environ 15% des ressources, des dotations de l'État aux collectivités décentralisées. 2 ans après, on en est encore aux situations que l'on vit. Je veux dire, que faut-il faire de plus pour en sortir? Quand vous prenez, vous lisez avec beaucoup de recul et avec profondeur cette loi du 24 décembre 2019, ça, je le dis parce que c'est une matière que je dispense à mes chers étudiants de niveau 3. Elle est porteuse d'innovation. Vous l'avez cité tout à l'heure, les 15% de la dotation budgétaire de l'État, le statut spécial conféré à nos 2 zones dites querellées aujourd'hui du fait du riche patrimoine historique et linguistique, et parfois sur leur spécificité tenant sur l'éducation et le système judiciaire avec la common law. Vous avez aussi que quand vous prenez cette loi et que vous la lisez à fond, vous vous rendez compte que la tutelle a sensiblement, baissé en termes justement de tutelle artificielle, même si tout à l'heure je vais relever un certain nombre de choses qui font de sorte qu'on peut toujours, dans le cadre de cette loi, estimer que, au regard de ce statut spécial qui a été accordé, il y a que on peut tirer la leçon on peut tirer une leçon qui me semble certaine, c'est qu'il y a comme un contenu, mais qui manque de contenant. Si vous voulez aussi l'inverse, ça dit que du contenant qui manque un contenu. Parce que quand vous prenez d'abord déjà les 15% de la dotation budgétaire, Monsieur Dipita, ces 15% ne sont pas directement restitués aux collectivités territoriales décentralisées. Je voudrais prendre un exemple aujourd'hui. Si le ministère des Transports, disons le maire, veut bâtir une route, là, une route non bâtie, c'est-à-dire non goudronnée, on les appelle les routes des villages, des terre. Est-ce que vous savez qu'il ne peut pas bénéficier de ces quelques... Qu'est-ce qu'il faille faire? Il doit monter tout un projet, convaincre le ministre de Transport, justement, qui va donc, sur la base du projet qu'il a monté, transférer donc de l'argent pour la réalisation. Mais c'est bien cela, vous attendez à quoi? Oui, c'est bien cela, mais ça alourdit le processus, monsieur Dipita. Non, ça alourdit le processus. Prenons le cas de Public Independent Conciliator. Vous savez, quand on a décliné ses fonctions, on vous dit, il assure en réalité les rapports harmonieux entre les usagers qui entrent en contact avec les services communaux ou les services régionaux. Vous vous rendez compte que, une fois cela étant défini, mais on a vu depuis la nomination des 2
public indépendant conciliateur, qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? Jusqu'ici, on ne ressent pas cela. Autre chose de cette loi, de ce grand dialogue sur la loi du 24 décembre, vous vous rendez compte que la majorité des impôts locaux et des taxes locales sont recouvrés par l'État. Oui. Avant de les reverser en partie vers les collectivités. Ça devient compliqué. C'est pourquoi nos mains sont asphyxiées. C'est-à-dire qu'en fait, M. Dupita, j'ai lu cette loi dans toute sa dimension. Je me suis rendu compte que l'option de la décentralisation qui est projetée comme un projet, une vision de société du développement, de la promotion du développement local, en fait, c'est une option qui revient à la logique d'une recentralisation. D'accord, merci. Honorable Samuel Motte, que faut-il faire de plus? Que faut-il faire de plus? Je pense quand même qu'il faut continuer à chercher des solutions. Ça a été une solution qui a été envisagée à un moment donné. On va l'évaluer. C'est comme ça que la société fonctionne. Si on pense effectivement qu'il y a des correctifs à y apporter, il faut y apporter. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur son insistance à pouvoir dialoguer. Pour pouvoir lui dire que, m'appuyant sur les techniques de marketing, les marketistes disent que le marché doit être segmenté en 3 parties. Il y a les consommateurs, d'une part, il y a les non-consommateurs relatifs et les non-consommateurs absolus, les 3 parties. Comme pour pouvoir vous dire qu'en réalité, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir vendre du lait à quelqu'un qui est un consommateur par essence. Par contre, à celui qui est non-consommateur relatif, ça demande quand même de faire une démarche publicitaire pour pouvoir le convaincre. Les non-consommateurs absolus, vous ne pouvez rien y faire, Maître Nyoumessi, vous devez également l'admettre. Et dans le cas de ce qui se passe dans le NOZO, les non-consommateurs, c'est des intégristes à qui vous ne pouvez rien faire entendre. Quelle que soit la démarche que vous allez voir, là, le ministre, là, le Premier ministre, s'en va négocier. Pourquoi est-ce qu'on doit l'accueillir avec des armes? Il s'en va négocier, on l'écoute. Et dans le cas de cette écoute, là, on peut pouvoir savoir, dire qu'il y a des avancées par rapport aux positions revendicatives qui étaient les nôtres au départ. L'autre chose également, pour pouvoir rester vraiment sur ce chemin-là, lorsque vous êtes dans le cadre d'une négociation, vous avez toujours au début des thèses maximalistes. Moi, je veux ça, je veux tout un bras, et puis l'autre, je veux toute une jambe. Et puis vous vous rapprochez. Il y a des points de convergence. Il n'y a pas à dire que dans le cadre d'une négociation institutionnelle, c'est l'État qui doit céder. L'État doit également céder par convenance parce qu'il y a toute une structure à mener derrière. Mais vous ne pouvez pas dire, à partir du moment où l'État commence à s'affaisser, on arrive effectivement à des situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où ce n'est plus l'État qui réglemente, ce n'est plus l'État qui donne le là. Nous avons besoin d'un État fort. Maintenant, est-ce qu'il faut passer effectivement par la guerre qu'on est en train de faire? Est-ce qu'il faut passer augmenter de puissance pour pouvoir obtenir un résultat assez rapide? Là également, c'est une question qui doit être posée. Mais ne disons pas chaque fois l'État doit négocier, l'État doit négocier. On n'a pas intérêt à l'intérêt d'une république de mettre l'État à genoux. Dans le cas d'effectivement, dont là aussi de la décentralisation, allons-y. Il y a des gens qui vous disent comme ça de manière assez simpliste, non, il n'y a qu'à donner 15%. Député Tongo, je suis l'un des auditeurs en service aujourd'hui qui dit attention avec cette histoire de décentralisation. Voilà. Ça, je peux vous assurer. Parce que quand j'entends mon collègue, du PSRN hurler à l'Assemblée nationale, j'ai demandé que l'on ait 15%, il ne connaît pas les conséquences qu'il y a derrière ces 15%. Arrosons l'ensemble des collectivités. Oui, mais justement, ce n'est pas un point de formalisme, ça demande également du pragmatisme, ça demande également du joint d'un peu du vécu. Oui, cette histoire-là, attendez, on est confronté à cela. Oui, mais je vous relance pour vous permettre. Quand proposition a été faite, débats ont été menés et loi a été adoptée, nous sommes toujours dans une courbe d'apprentissage. Est-ce que ce débat n'a pas eu lieu? Attendez, nous sommes toujours dans une courbe d'apprentissage qui fait qu'à chaque moment, il faut s'arrêter pour pouvoir évaluer ce qui est fait. Mais je suis l'un de ceux qui disaient depuis le départ, si nous avons entendu 25 ans passer, c'est également le repos qu'on nous faisait, c'est pour les bonnes causes. C'est pour la bonne cause. Parce qu'à partir du moment que vous avez commencé à parler de décentralisation, les problèmes d'autonomie et d'allogénie, ça surgit. Mais là également, ce que nous venons... Non mais, Célestin, tu prendras la parole après. Ce que nous vivons aujourd'hui par rapport aux 15%, ça va être très dangereux. Mais là également, je vais tirer la sonnette d'alarme. Rencontrant 2 ou 3 ministres à l'Assemblée nationale, je leur ai dit ceci. Les 15%, déjà vous avez des difficultés à contrôler 2 postes comptables qui sont à Yaoundé. Là, vous êtes en train de créer 360. Attention, il y a un danger. Parce que une fois qu'on a chacun appris ces 15%, on ne sait pas ce que font les 15%. Il faut être en mesure d'évaluer pour pouvoir savoir s'il y a une politique publique qui est appliquée derrière, avec quelle efficacité et avec quelle pertinence. Si vous êtes dans l'incapacité d'évaluer,
s'il vous plaît, attendez avant d'envoyer. Parce que ce qui va se passer à terme, c'est que très souvent cet argent-là va être détourné. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un ici autour de cette table-là qui serait pour le fait que l'argent de l'État puisse être détourné. Quand il sera détourné, il y a des réalisations qui étaient attendues qui ne seront pas faites. Mais au-delà de ces réalisations, écoutez-moi très bien, il y a des gangs qui vont s'organiser autour des collectivités territoriales et qui vont penser qu'à un moment donné, ils vont rançonner l'espace public et là, ça devient très dangereux. Et faites le tour des collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui. Ces bandes sont en train de se former. Et c'est pour cette raison-là, effectivement, que là aussi, je pense qu'il faut mettre du bémol. Et dans le cadre également de la centralisation, remettons au centre cette courbe d'apprentissage qui est d'ordre humain, qui consiste à un moment donné, quand on commence un nouveau projet, on se regarde, on s'évalue. On sait effectivement quelles sont les orientations nouvelles qu'il faut donner en fonction des écueils que nous avons rencontrés. Il n'y a pas de panacée, y compris le grand dialogue que tout le monde voudrait dire également que ça est un échec. Il y aura toujours une courbe d'apprentissage qui va s'imposer à nous, qui fait qu'à un moment donné, de correction en correction, on va arriver à un optimum de fonctionnement qui fera que les populations... Et puis c'est Benjamin, puisqu'on est sorti de ce thème, les gars. Oui, que doit-on faire de plus? Oui, moi je pense que quand Honorable Monde parle, c'est comme s'il insultait l'intelligence des Camerounais et pense que tous les Camerounais se comportent comme les militants du RDPC qui sont les détourneurs de deniers publics. Et pense que les autres Camerounais à la base ou dans les collectivités territoriales décentralisées ne seront pas capables de bien gérer. Je vous parle de la réalité. Je vous parle de la vision, Maître Diomessi. Et moi, je suis très navré d'entendre ça. Et il faut pas que... C'est la réalité non, il faut pas que vous pensez... Moi, je suis sur le terrain. Il ne faut pas que vous pensez que tous les Camerounais sont des voleurs comme au RDPC. Voilà. Et comprendre que s'il y a une... il y aurait des personnes frappées de la vertu quelque part et pas ailleurs. Monsieur, laissez-moi parler. Ça, quand vous parliez tout à l'heure, je vous ai laissé parler. Allez-y. Donc, aujourd'hui, il y a ce détournement parce que ceux qui sont aux affaires ne sont pas librement choisis par les Camerounais. Laissez qu'à la base, qu'il y ait des élections libres, transparentes et juste, vous allez voir que les Camerounais... Oui, vous allez voir que les Camerounais qu'il y a d'autres Camerounais meilleurs que ceux qui sont au RDPC et qui peuvent bien gérer. Choisir également changer des maîtres à partir de ce que j'appelle le système d'évaluation, dont on n'est pas en dichotomie dans l'espèce. Bon, vous pensez que dans les pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, où la décentralisation est à un niveau de 30% des ressources, vous pensez qu'ils sont meilleurs que les Camerounais? C'est vous qui tout à l'heure qui avez... Vous pensez qu'ils sont meilleurs que les Camerounais? Allez-y aux propositions, puisqu'on va sortir de ce thème. Je disais qu'aujourd'hui, la proposition que nous faisons, c'est que nous discutions sur la forme de l'État, que nous puissions réunir nos compatriotes de la zone anglophone qui sont des fédéralistes pour la majorité au départ. Pour la majorité au départ, ils peuvent revenir. Mais aujourd'hui, avec le niveau de la crise atteint, il me semble que les séparatistes commencent à être très nombreux. Et vous vous souvenez d'une déclaration du défunt cardinal, paix à son âme, qui disait qu'après des investigations, après des enquêtes dans la partie de Nozo, il ressort que 80% veulent la séparation. Et ils veulent la séparation, pourquoi? Parce qu'il y a ce durcissement au niveau du régime. Parce que le régime affiche l'arrogance. Comme honorable. Vous savez ce que Cardinal Tchoumissi, vous savez ce qu'il a dit aussi? Il a dit on peut envisager des ambassadeurs sans armes, mais on ne peut pas envisager une armée républicaine sans armes. Il faut qu'il commence à déposer les armes. Commencez par Célestin Diamène. Il y a d'abord un point qui me semble... En termes de mot de sortie de ce thème. C'est qu'on ne peut pas confondre l'autochtonie, l'allogénie avec... non, avec la décentralisation. Parce que... Et avec la République. Avec la République, encore moins. Parce que nous voulons hisser le Cameroun. Je vous ai demandé que c'était pas simple. Avec votre permission. Nous voulons, honorable Maud, hisser le Cameroun au rang des grandes nations. Oui. On ne peut pas hisser le Cameroun au rang des grandes nations avec des constructions communautaristes fondées autour de l'autochtonie qui polluent et qui dévergondent la République. Quand on dit allogène et autochtone, nous sommes tous Camerounais,
Je peux m'installer à Yabassi sans problème. C'est comme s'il y avait deux types de citoyens. Un Camerounais chez lui. Et il y a beaucoup de Sawa dans le Grand Nord, vous ne savez peut-être pas. Mais ils sont fiers d'y être, ils sont au Cameroun. Donc il faut déjà effacer cette histoire d'autochtonie et d'allogénie. Ça crée une animosité, une méfiance contre nature parmi les Camerounais. Premier point. Maintenant, sur les impôts locaux, il n'y a pas de raison que les impôts locaux montent d'abord à Yaoundé et puis qu'ils soient restitués au compte-gouttes aux collectivités territoriales décentralisées. C'est pas normal. Je prends un cas très simple, Douala Premier, par exemple. Vous étiez d'ailleurs conseiller municipal. Oui, j'étais conseiller, merci de le rappeler. Alors, vous avez les bateaux qui amérissent au port de Douala-Bonabéry. Si on reconnaissait, d'après les lois d'orientation 2004, signé par Marat Famidou-Yaya, n'est-ce pas, le droit pour les communes d'arrondissement de prélever les impôts locaux pour faire booster la commune, eh bien, la commune de la première serait une commune extrêmement riche et pourrait même contribuer à l'effort de péréquation. Vous avez parlé de Bonabéry. On est à Douala 4e là-bas. Je dis le port s'appelle Douala Bonabéry. Il pourrait même contribuer à l'effort de péréquation des communes. Mais ce n'est pas le cas. Ça monte à Yaoundé. Et le principe même qui est au cœur de la décentralisation, disons Essomba, qui est le transfert de compétences et des ressources, n'est pas appliqué. La dotation globale de décentralisation, elle n'est jamais appliquée. Les centimes additionnels, ils ne sont pas appliqués. Mais Célestin, c'est votre job. Je vous relance. Je vous relance. Non pas que je prends. Non, je vous relance. Non pas que je partage ce point de vue, mais pour avoir discuté avec quelques-uns qui sont dans ce domaine, parlant justement de la répartition des richesses, vous avez pris le cas de Douala Premier, qui évidemment, de par la nature, Douala Premier n'a pas fait un effort pour avoir le port. De par la nature, serait hyper riche, mais que faut-on des communes qui n'ont pas forcément les mêmes avantages, les mêmes qualités? C'est pour ça qu'on a parlé de la péréquation. Les communes les plus riches, par la nature, entre guillemets, pourraient faire un effort de contribution républicaine et nationale aux communes moins vernies, si j'ose dire. Maintenant, une fois que je dis cela, il y a une question, puisqu'on est sur la crise en Nozo, le voyage du PM, je pense qu'il y a une question fondamentale qui part d'une mésentente sémantique sur le terme ou sur l'usage des mots anglophones et francophones. Avant que les Français n'arrivent ici et les Anglais, c'était l'Allemagne qui était là. Donc, on se sera appelé germanophone. Et c'est cette appellation, cette sémantique-là meurtrière, qui fait que les gens se considèrent d'abord comme anglophones, qui dans l'entendement populaire est une ethnie, et francophone. Moi, je pense qu'à l'image du Rwanda, il faut afficher une volonté politique claire. Il n'est plus question, c'est ce que je propose chez APAR, en tant que président national de mon parti, que les termes anglophones et francophones soient incriminés, que ça devienne un délit. Le Rwanda l'a fait. On ne peut plus dire Hutu et Tutsi sans être interpellé au Rwanda, par exemple. Et ça fonctionne plutôt puisqu'il y a des impacts positifs économiques. Aujourd'hui, vous êtes francophone, francophonie, tout ça également. Je ne suis pas, je parle français malheureusement, je ne suis pas francophone. J'aurais tant souhaité parler une langue africaine. Nous avons le Foufoulé, on a le Swahili, on a le Bassa, on a le Douala, on a plein de langues, le Fumbanais, le Bamoun. Les pays membres de la francophonie sont appelés des pays francophones. Alors, le lien, je termine par là, député Tongo, c'est que les gens se disent anglo-saxons. Comment un Africain peut se dire anglo-saxon? Je ne comprends pas. Regardez un peu les Indiens qui eux-mêmes ont été colonisés par la Grande-Bretagne. Jamais ils se sont dit anglophones. Merci Célestin. Ils parlent indien. Je termine, par exemple. Regardez le cas de la Chine, qui a été envahie par le Japon pendant des années. La France parlait pendant des années aussi. Mais ils sont restés français, indiens, etc. Mais pourquoi nous, Africains? C'est ça qui crée la guerre dans le Nozo. Prise de parole. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Non, c'est pas un prétexte. Il faut, au niveau de la loi, il faut interdire les termes anglophones et francophones. Dernière prise de parole sur la question, mais pour des propositions. Oui, moi je voudrais tout simplement vous dire que vous citez au moins 4 points sur lesquels l'intégration nationale est parfaite. Vous avez sur le plan vestimentaire, sur le plan culinaire, sur le plan culturel et même sur le plan sportif. Tout le monde mange tout au Cameroun. Oui, mais c'est déjà même ça l'intégration culturelle. C'est déjà même ça l'intégration culturelle. Donc c'est pour dire quoi, M. Dupita? Moi je pense qu'il faudrait justement cette convocation, c'est-à-dire que de ce dialogue inclusif où on va véritablement mettre, j'ai proposé même que le président puisse mettre en place une commission de réflexion, de solution à la crise au Nozo. C'est-à-dire qui serait, à mon sens,
un truc bien ficelé, où on peut résumer ou regrouper des gens qui peuvent venir réfléchir pour cette crise de nos eaux. Et c'est important de le dire, parce qu'avant d'arriver à un accord de cessez le feu ou à une négociation, il faut d'abord que les gens pensent pour que cela se réalise. Donc moi, j'estime pour ma part que la descente du Premier ministre, ce jour qui s'est soldé par ce qu'on a vu, va donc permettre davantage à l'État de trouver donc d'autres moyens nécessaires pour que nous revenions à la paix. Le président citait tout à l'heure près de 1250 personnes du côté des militaires qui sont... comme tout à l'heure, on va donc attendre qu'on ait combien de morts sur le carreau pour finalement dire « Ok, cette affaire, on va voir cela autrement ». Donc il faudrait que... on a déjà trop perdu des Camerounais dans ce saga. Il faudrait penser à faire autre chose. Mais docteur Issoumba, effectivement, vous en êtes à compter les morts aujourd'hui. On vous avait dit, nous avons dit à un moment donné que ce truc-là qu'on est en train de regarder d'un bon oeil, ça va s'inscrire dans le temps. En réalité, la démarche du Premier ministre aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure on va essayer de raccourcir le temps, en essayant effectivement de baisser l'intensité des combats, mais également que les gens reviennent à la raison. C'est pour ça qu'on continue à partir là-bas. C'est pas parce que, contrairement à ce que j'ai entendu sous la... Mais on aura vous revenez sur le signal fort de tout à l'heure. Oh, non, mais peut-être... Une dernière question à l'honorable. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, on parle de signal fort, et cette fois-là donné par le président, essayer de réunir au moins autour de la table toutes les forces politiques, tous les leaders d'opinion, tous ceux qui, que ce soit dans le déroulé de la crise, que ce soit en termes d'impact socio-économique, culturel, que le président s'asseye pour donner justement l'image d'un pays qui est cette fois-là derrière son président, pour donner un discours contraire à ceux qui ont pris les armes. Est-ce qu'on peut pas imaginer cela? Parce qu'effectivement... Mais c'est une possibilité. De la même façon que là aussi, les gens nous ont dit à un moment donné, dès l'instant où le président de la République va déposer son avion à Bamenda, tout va s'arrêter. Ça fait partie des possibilités. Mais également... Quand nous sommes dans le cadre des champs des possibilités, nous émettons un certain nombre d'avis et la personne qui est également en situation de les opérationnaliser choisira parmi ces éléments-là que nous donnons, quitte à nous effectivement de l'évaluer à un moment donné pour pouvoir savoir s'il a été performant ou n'a pas été performant. C'est une possibilité. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'au sortir de là, Maître Ndjoumessi connaîtra qu'il n'y a pas des gens qui ont pris des armes. De la même façon que nous avons eu de la peine, beaucoup de la peine à convaincre les gens du SDF à l'époque, et même y compris les métis, en disant qu'on n'a pas attiré sur les enfants qui vont à l'école. Là également, il faut commencer par les BABA pour qu'on soit sûr qu'on puisse trouver des divergences. Mais une autre chose également, quand on dit effectivement union sacrée ne se monnaie pas, ne se mendie pas. Dès l'instant où le Cameroun est attaqué, on se serait attendu que le SDF, le MRC, à part et toute autre forme de parti, commence à dire non, on ne peut pas de cette histoire-là chez nous. Or, ce qui s'est passé dans le cadre de la crise du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, c'est qu'à un moment donné, on a regardé ça avec beaucoup de bienveillance, en le faisant pourquoi? En pensant qu'effectivement, on allait faire un problème d'enjeu national pour pouvoir faire en sorte que le président de la République parte. J'ai en face de moi ici deux juristes d'ailleurs. Le prétexte est condamnable en droit. La Libye, non pas la Libye, il veut dire les circonstances atténuantes, on peut les chercher. Mais un prétexte pour pouvoir dire effectivement qu'il ne respecte pas une règle républicaine, ça doit être condamné d'avance. Pourquoi? On ne pouvait pas dire que c'est parce que... Sur quelle base? Mais ça doit être condamné parce que la règle, elle est rigide. Autrement dit, Maître Ndjoumessi, quand vous me posez cette question-là... Pour quelle base? Je veux également prendre... Attendez, je veux également prendre un prétexte de ce que vous n'êtes pas catholique ou protestant comme moi pour vous trancher la tête. J'aurais enfreint en cela une loi républicaine. Vous n'allez pas me juger en disant que... Non, mais c'est de ça que vous parlez, effectivement. Quand vous dites effectivement que les anglophones... Les gens formulent des revendications. Quand vous dites que les anglophones ont des revendications... Ils ont des revendications. Une revendication, par essence, c'est un prétexte de discussion. C'est ça que vous voulez que vous compreniez. Vous ne pouvez pas vous y appuyer pour pouvoir enfreindre une loi. La loi républicaine qui a été enfreinte ici... Quand les enseignants, par exemple, revendiquent l'augmentation du salaire, c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est un prétexte, c'est un dialogue, oui. Le débat sur les... Attendez, vous refusez la revendication. Maître Ndjoumessi, vous admettez qu'un enseignant, on a encore un enseignant sur le plateau qui dit effectivement je vais être augmenté, qui ne puisse pas être sanctionné si pendant cette période de la revendication, là, il ne va pas à l'école. Il va être sanctionné pour cela. C'est un prétexte à un dialogue. Maintenant, les rapports de force feront qu'à un moment donné, ils vont s'asseoir pour trouver une solution qui les arrange. D'accord, merci. Je comprends bien que vous êtes un expert comptable. Oui, alors, vous êtes un expert comptable, vous n'êtes pas juriste. Oh non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Vous refusez le droit de grève. La sanction du droit de grève, c'est...
La proclamation des résultats des présidents de section RDPC, ORDPC et OJRDPC. Ce sont désormais vos présidents. Silence. La liste. Je vous donne d'abord quelques chiffres. Vous avez eu 350 votants, plus 275 votants. Je vous l'ai désolé là-bas. Ça fait, écoutez-moi bien, d'après les urnes qu'on a recueillies, donc nous avons un total ayant voté pour les camarades de la section, 650 votants. Soit on doit enregistrer tout. Ce n'est pas votre travail. À Iguina, 275 votants favorables à Igui Sud, soit un total de 575 voix en faveur de la Sangala, on peut te tuer. Déclaré On peut te tuer. président de la section arrête de faire le clown. NDPC. Arrête de faire le clown, les Sangala. Arrête de faire le clown. Élu président de la section NDPC. Acclamez. Monsieur Lobet. Voilà, on introduit le troisième thème, donc on va parler du renouvellement des organes de base du RDPC qui se passe par endroits dans des conditions un peu difficiles. Samuel Motte, peut-être un commentaire pour commencer. On vous a vu en image. On a également reconnu le professeur Messanga Nyamding dans ces images-là. Bon, je n'ai pas de commentaire particulier à faire parce que premièrement, je suis pas. Vous voyez très bien que je suis impliqué dans le processus parce que je vous l'ai dit en début d'émission que je suis le président de ce bureau de section depuis 2017. J'ai été réélu en 2015 et là, effectivement, je voulais renouveler mon troisième mandat. Je vous offre, je vous gratifie d'un certain nombre d'images que je n'aurais pas souhaité qu'ils puissent circuler sur l'espace public parce que effectivement, ça ne reflète pas le niveau, la qualité du débat qu'il y a à l'intérieur du parti qui est le mien. Bon, maintenant, nous sommes également dans une organisation qui est structurée. Il y a cet événement-là que vous devez commenter, auquel je ne sais pas à quel nom je peux y accoler. Mais également, il y a aussi les structures du parti qui doivent prendre le relais. Dans le cas de cette opération-là, j'ai saisi, comme la circulaire l'indiquait, la commission départementale qui était en charge de superviser l'ensemble de ces opérations. J'attends pour le moment, il n'y a aucune réponse qui m'a été donnée. Il faut attendre. Mais là également, c'est très bien que ça se passe ainsi parce que vous voyez très bien que les gens qui sont en pleurs à côté du RDPC en disant que le système ne fonctionne pas très bien. Là également, à l'intérieur du RDPC, nous sommes dans un champ où on apprend. On met en concurrence. Est-ce qu'on peut moins couper le son parce que est-ce qu'on peut couper le son là-bas, Eric? Voilà. C'est désagréable. Allez-y. C'est un instant, effectivement, de l'expérimentation de la démocratie à l'intérieur de nos institutions qui est effectivement couru, comme vous l'avez vu à travers la République. Maintenant, si on peut éviter de faire un certain nombre de choses telles que celles que nous avons vécues au cours de ces 2 derniers mois, parce que là, c'est un élément
on est plus ou moins à la fin du Justement, là, je vous relance sur ce On est plus ou moins à la fin du processus. Plusieurs fois à Yingui, on a brûlé les urnes parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas aller à l'élection. Mais je peux vous assurer également que ces gens-là qui brûlaient les urnes, qui brûlaient les bureaux de vote, qui saccageaient, qui interrompaient les missions, je veux dire, des commissions locales, ce sont ces personnes-là qu'un envoyé du comité central est en train de proclamer, d'encenser comme étant des vainqueurs du processus. D'accord. Et là, ça devient totalement dans On n'a plus que 8 minutes. Pour le reste, vraiment, je m'en tiens, je m'en rends. Mais je voulais vraiment la 8 minutes, chacun va en dire un mot, mais je termine avec vous. Oui. Alors, l'image, évidemment, j'observe que vos communicants, depuis que les images nous reviennent, des difficultés qu'on rencontre dans certaines localités, vos communicants prennent des statistiques pour dire que ça ne représente pas 1% de l'ensemble des votants et tout ça. Mais je veux dire qu'en même temps, les autres partis politiques, les autres Camerounais ont le sentiment d'une forme d'impunité vis-à-vis de cela. C'est-à-dire que il y a des Camerounais de votre parti qui, par endroits, sont attaqués au bien public, par d'autres endroits, ont coupé la circulation et autres. Mais on n'a pas toujours le sentiment que la justice a la même célérité, a la même volonté. Est-ce que vous... Mais ça, c'est un problème que vous soulevez, qui ne nous regarde pas. Je veux dire, il y a un certain nombre de personnes qui font atteinte, je veux dire, qui entravent la circulation des uns et des autres. L'administration peut tout simplement se saisir. On n'a pas besoin, effectivement, qu'on recourt à nous pour pouvoir faire en sorte que la loi puisse être respectée. Elle est la même pour tout le monde. De la même façon que sur le plan interne, lorsqu'on a brûlé les premières urnes dans ma localité à moi, en interne, on a procédé à un certain nombre de sanctions. Ces gens-là, un certain nombre d'entre eux ont été frappés d'inéligibilité. Il se passe tout simplement qu'entre-temps, en raison effectivement de cette guerre-là qui a été installée dans la ville, il y a un certain nombre de responsables qui ont dit qu'ils ne veulent pas repartir dans ces conditions-là qui ont été remplacées. Or, la plupart des gens qui sont encensés là, aujourd'hui, font partie des gens effectivement qui ont entravé ce processus. Donc, en la matière, il n'y a pas d'impunité du tout. En 6 minutes. Il ne faut pas souhaiter qu'il y ait de l'impunité à l'intérieur de la République. Oui, nous sommes surpris, et Honorable Monde le relève ici, que les actes qui ont été commis par les militants du RDPC à Bembis, à Kribi et dans le Bam et Noubou et les autres, il y a eu des actes qui sont qualifiés de terrorisme et de vandalisme. Et que ces actes-là, que nous avons vus, tombent sous le coup de la loi numéro 2014 du 23 décembre 2014 portant répression des actes terroristes, où il est clairement indiqué que est puni de la peine de mort celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme dans le Adec. Et il y a eu des blessés. Bon, c'est vrai que sur ce cas, il n'y a pas forcément de cause à effet. Il n'y a pas forcément de cause à effet. Rien ne prouve que... Il faut dire qu'il y a eu des actes qui tombent sous le coup des dispositions pénales, des actes qui sont répréhensibles au regard du code pénal. Il faut préciser qu'à Bembis, ceux qui sont soupçonnés, suspectés d'avoir brûlé la maison du sous-préfet ont quand même été arrêtés. Ils sont d'ailleurs traduits devant le tribunal militaire. Il faut quand même avoir cette précision. Mais nous n'avons pas leur liste. Non, elle existe. C'est pas parce que vous ne l'avez pas qu'elle n'existe pas. Elle existe quand même. Donc, il faut démontrer, il faut comprendre que l'administration RDPC, qu'on a vu très active lorsque les militants du mouvement pour l'essence du Cameroun ont manifesté le 22 septembre 2020, est resté inerte. On n'a pas vu M. Atangandi sortir, on n'a pas vu le ministre Sadi René sortir comme chaque fois. On va laisser quelques minutes aux autres panélistes pour dire un mot également. Célestin Djamène. Manifeste. Merci. Et également, il faut... Je vous en prie, on n'a plus que 3 minutes. Oui, ajouter à ça... Il y a encore 2 panélistes qui ont rien dit. Non, laissez une seconde seulement. Vraiment une seconde. Donc, ajouter à cette ségrégation de l'État RDPC à l'égard du mouvement pour l'essence du Cameroun, il faut relever cet acharnement qu'on observe ces derniers jours à l'égard du mouvement pour l'essence du Cameroun, qui... où on monte des complots. On monte des complots. Allez-y, Célestin. Maître, je vous en prie. Pour mettre sur le compte du mouvement. Célestin Djamène, allez-y. D'abord, je me réjouis que ceux qui sont auteurs de l'incendie de la résidence du sous-préfet de Bembis aient été arrêtés et traduits au tribunal militaire. Parce que j'estime qu'une nation ne peut pas se bâtir sans mettre des repères, sans fixer des repères.
Il s'agit de dire qu'il y a des édifices publics. Il y a des sanctuaires qui ne peuvent en aucune raison être attaqués. De la même manière que je m'insurge contre les assauts, les attaques des ambassades qui n'appartiennent à aucun parti politique, je m'insurge contre les gens qui vont s'attaquer aux édifices publics. D'accord. Et là, je suis tout à fait ravi que l'État ait interpellé ces gens-là qui s'attaquent à la résidence de sous-préfet. Demain c'est qui? La résidence des commissaires. Maintenant, je veux dire que cette réorganisation RDPC peut, par certains côtés, préfigurer d'une espèce de démocratie interne, d'une transparence interne. Elle marche, et maintenant, bien sûr, on a vu des gens ensanglantés, certains dérives en matière de fraude. Bon, ça c'est inhérent à la vie politique. Mais je peux que me réjouir qu'effectivement, qu'au sein des partis, même partis au pouvoir, puissent se permettre, en fait, qu'en Mondovision, qu'on puisse voir les gens qui aient un regain d'intérêt pour la chose politique. Ça, je ne peux que m'en réjouir. Bon, maintenant, il faut éviter le spectacle qu'on a vu. C'est-à-dire, on a vu à Kribi, par exemple, des gens qui se prenaient pour des boxeurs en cognant sur le camarade. Et ça, c'est pas admissible, par contre. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir quand même à plus de raisons et de se dire que tous les partis politiques devraient à l'avenir peut-être créer en leur sein, n'est-ce pas, ce genre de réorganisation publique qui puisse permettre qu'il y ait une préfiguration de la démocratie au niveau étatique. Ambroise Uzoe-Somba, pour terminer. Oui, le renouvellement des bureaux des organes de base au RDPC est l'expression de la vitalité d'un parti politique. Monsieur Dipita, on peut ne pas aimer le guépard, mais reconnaître quand même qu'il court très vite. Le RDPC est un parti rassembleur, c'est un parti démocratique, et on voit le phénomène démocratique s'est déroulé au sein de cette formation politique. Mais ce qu'on peut regretter, ce sont tous les événements qui ont émaillé ce processus en termes de destruction des biens publics et bien d'autres. Et j'ai été très honoré de savoir que notre police peut être à un moment donné moralisatrice. Vous avez vu une police par endroit, elle a effectivement ramené donc, on interpelle cette police militants vindicatifs à l'ordre, comme à Kribi, par exemple. Quel que soit le parti politique en face. Ambroise Uzoe-Somba, Célestin Djamène, honorable Samuel Maud, maître Fidèle Djomessi, et puis à voir à la maison également. Merci d'être resté regarder ce débat et vous merci d'avoir participé à nouveau en espérant de vous retrouver assez souvent dans le cadre de cette émission. Bonsoir et à mardi.